Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jerry Alain, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine les copains et copines de merde! Cette semaine qui conçoit nul autre que André Ducharme, j'étais super content de le recevoir, un monument de l'histoire de l'humour du Québec! Fait que gros merci à André Ducharme d'être venu au What's Up Podcast. J'étais encore une fois, comme tous mes invités, j'étais super content de le recevoir. C'est cool parce qu'André Ducharme, il n'y a aucune censure, il a répondu à toutes mes questions avec toute la franchise et l'authenticité qu'il a. Il, il a répondu à la question. Fait qu'on a parlé de un souper presque parfait. Hein? On a parlé de tous les moindres détails de l'émission, en quoi que sa job consiste, qu'est-ce qui se passe, y a-t-il des épisodes qui ont déjà coupé, y a-t-il des affaires, c'est quoi la double médaille de passer, d'être un participant à un souper presque parfait. Et bref, même si mon expression voulait absolument rien dire, je sais que vous avez tout compris. Fait qu'on a parlé de ça, toutes les moindres affaires d'un souper presque parfait. Et aussi, on a parlé de Tout le monde en parle. Hein? On a parlé parce que André Ducharme, il est script éditeur sur le show. Fait qu'il nous a parlé aussi de qu'est-ce qui consiste sa job. La dernière année de Tout le monde en parle, hein, ça n'a pas été une année facile avec le départ de Danny Turcotte, le scandale avec Wiseman, les directs, hein, une nouvelle façon de procéder. Guy à la fin, les commentaires que quand Guy avait répondu à plein de monde. Bref, il nous parle tout de ça. Puis aussi, on a parlé de RBO parce que ça fait peut-être longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais André Ducharme, il fait partie de ce groupe-là qui a inspiré tellement plein d'humoristes puis d'artistes. Hein, des fois, on dirait que les plus jeunes s'en souviennent pas, mais il fait partie de ceux qui ont défriché les chemins. Fait que j'ai demandé de parler par rapport à la liberté d'expression, hein, surtout aujourd'hui avec la rectitude du politically correct. Comment qu'il voit ça, puis dans un œil d'un gars que, tu sais, RBO, et il allait pas avec le dos de la main morte, là, fait que tout le monde y a passé à cette époque-là, fait que j'étais bien curieux de savoir c'était quoi son opinion sur la liberté d'expression aujourd'hui. Fait que ça a été, bref, un super beau podcast, j'ai eu crissement du fun, un gros merci à André Ducharme. J'aimerais remercier aussi tous mes membres Patreon, hein. Gros merci à tout le monde de me suivre. Gros merci à tous ceux qui sont abonnés. Si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, c'est bien important. Puis vous avez le budget financier pour le faire. Allez devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Il y a plein de forfaits. Ça va vous allez tous pouvoir voir les podcasts d'avance. Hein, il y a forfait audio, forfait vidéo, forfait et blablabla. Il y en a 2-3 piastres, il y en a plein. Puis vous allez pouvoir voir tous les podcasts d'avance. Aujourd'hui, j'ai enregistré avec Marcel Leboeuf, qui était super cool, qui va être sur le Patreon dans pas long, mais il y a aussi Danny Babu Bernier qui est là. Plein d'autres podcasts, là, je m'en souviens jamais, là, mais bref, il va en avoir. Il va en avoir ça. Qui d'autre qu'on a enregistré, là, pas longtemps, là? Babu, il est là. Ah, Laurent Paquin, il est là. Et, Caroline, man, Antoine-Olivier Pilon aussi, ça va être là. Fait que ça va être crissement. Vous allez crissement avoir du fun. Il y a du contenu là-dessus. Ou sinon, je me lance en tournée. Hein, ça va commencer le 9 septembre. Les billets vont être au jeralain.com. Fait qu'on passe à Trois-Rivières, on a une petite tournée dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va à Rimouski, on va à Gatineau, Valleyfield, bref, il y a plein de dates, tous les billets sont au jeralain.com. Vous pouvez aller vous abonner sur la petite là, ou sinon il y a l'autre bord, je sais plus où, là, mais bref, allez là-dessus. Et puis ça va être mon spectacle qui s'appelle Hybride, le best des deux shows. Ça veut dire que je prends mon show Blackout et mon show Plus pour longtemps et je fais les meilleures blagues de ces deux shows-là mis ensemble. Ça va être pas mal la dernière tournée si vous voulez le voir en live, en présentiel comme qu'ils disent. Sinon, ça va s'en aller sur Internet. Là, j'ai des deux captations de fête. Fait que ça va être pas mal ça pour cette semaine. Fait qu'encore une fois, gros merci à mes membres, gros merci à tout le monde qui me suit. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct. Vous pouvez le faire en partageant le podcast, parler du podcast, hein?
Faites-vous une story, vous autres en train de l'écouter, là, puis taguez-moi là-dedans, on vous a repartagé ça sur Instagram. Ça va me faire bien plaisir. Ou sinon, sur ça, je vous dis un gros merci, puis thank you à mon team WhatsApp de cette semaine. Alexandre Lavoie, Steve Baudouin, gros merci. Je vous aime. On se revoit la semaine prochaine. Peace out! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir André Ducharme. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes! Vraiment. Je suis content, man, de t'accepter de venir sur le podcast. Moi, j'adore les podcasts. J'adore cette façon de communiquer-là. Fait que quand on m'invite, je dis oui. Ah ouais? C'est simple de même. Mais comment ça fait? Bon, on ne voit pas plus, tu passes pas tant d'invitations. On ne voit pas plus. Ben non, mais j'en fais quelques-uns. OK. Oh, lesquels t'as fait? Oui. Écoute, lesquels j'ai fait? J'ai fait celui de François Charon récemment. OK. J'ai fait. Voyons, j'ai un petit blanc. Moi, quand tu me demandes un nom, là, il sort jamais. C'est mon gros problème. Okay. J'ai une mémoire hallucinante, sauf pour les noms. Les noms. Au moment où j'en ai besoin. Ah ouais? Ouais. Exemple, je te rencontre dans 3 jours avec ma blonde, il faut que je te présente, je suis dans marde. Ah ouais? Ouais. Puis là, elle est habituée. Fait qu'elle dit « Hey, je m'appelle Marie-Hélène. » Fait que tout ça, je dis « Hey. » Ah ouais? Okay. Mais ça, j'imagine après un certain temps, ça te rentre dans la tête. Ah non, mais c'est de même. Puis je vais me rappeler de ton nom 10 minutes avant. Tu l'appelles encore Chantal. Non, ma blonde me rappelle. 10 minutes avant, 10 minutes après, je vais m'en rappeler. C'est au moment où j'en ai besoin. Ouais, le nom va partir. OK. J'ai un blocage. Là, tu me disais que tu avais un gars. T'as-tu un enfant? J'ai 2 fils. Ah ouais, t'es-tu le genre de parent qui est comme genre Mathieu? André, non. Moi, je suis plus le genre à mélanger avec le nom des chiens. OK. Non, je suis pas payé pour ça. Je suis pas payé pour les noms, c'est correct. Mais à l'âge qu'ils ont, j'ai eu le temps de me pratiquer quand même. Là, ils ont autour de 30 ans. Fait que... Mais tout ça pour dire, un gros merci d'être là, André. C'est super apprécié. Plaisir. Puis là, c'est ça, récemment, fait une couple de mois, là, on a appris que tu faisais plus la narration pour un souper presque parfait. Puis ça, c'est parce que t'étais tanné, ça t'amenait plus de défis ou... Moi, je suis pas le genre à me tanner. C'est pas vraiment ça. Moi, j'ai eu beaucoup de projets qui ont duré très, très, très longtemps. RBO, ça a duré longtemps. Tout le monde en parle. Ça va être notre 18e année. Un souper presque parfait, j'ai fait 10 ans. Un souper presque parfait... moi, ça me demandait beaucoup. C'est 130 demi-heures de TV. C'est énorme. Il y a eu des années, même c'était 140. J'écrivais les narrations. J'enregistrais les narrations, puis j'étais impliqué aussi au niveau de la production, au niveau du montage, par exemple. À la fin, j'étais producteur associé. Fait que quand tu fais 130 fois par année des demi-heures, chaque show, fallait que je les regarde à peu près 5 fois. Ça donne une idée du temps qu'il fallait mettre là-dessus, là, tu sais. Avec le temps, plus les années avançaient, plus quand je finissais ma saison, j'étais mort, là. J'étais vraiment vidé. Puis là, avec la pandémie, ça a fait en sorte que pendant un bout, le show, il n'a pas existé. Tu sais, c'est pas compliqué. On ne pouvait pas tourner 5 personnes à table qui mangent. Même encore aujourd'hui, c'est limite pas mal. Fait que sans savoir si l'émission allait revenir ou pas, je suis arrivé à un moment où, après 10 ans, j'ai fait, c'est peut-être le temps pour moi de passer à autre chose. J'ai eu des discussions avec mon agent là-dessus, puis on en est arrivé un peu à la même conclusion. C'est comme, quel beau moment pour arrêter après 10 ans. En plus, sans savoir si ça va revenir. Je peux pas rester chez nous 1 an et demi à attendre. Hey, ça va-tu revenir? Ça reviendra pas. Je commence déjà à penser à d'autres affaires, à d'autres projets. Fait que, that's it, that's all. On a fait après 10 ans. On se retire, mais ça n'a pas été quelque chose de facile à prendre comme décision. Oui, c'est ça. Ça a dû quand même te trotter dans la tête. Puis, moi, je suis quelqu'un qui a une grosse implication dans ce que je fais. J'ai toujours été comme ça. Une implication émotive importante. Moi, c'était pas une job pour moi, ce show-là. C'était vraiment, ça fait partie de ma vie. Ma vie tournait autour de ça. Fait qu'à un moment donné, tu fais, OK, regarde, voilà, on l'a fait. Puis l'émission continue, finalement. Oui, c'est ça. Avec Antoine Vizina. Exactement. Ils sont en train d'enregistrer des soupers présentement. J'ai vu quelques images. Vois-tu, ils ont ce genre de plaque-là entre les participants.
participants. Là. J'ai vu Les des photos. plexiglas? Ouais, c'est ça. Je sais pas s'ils les gardent, s'ils les enlèvent au moment de tourner. J'ai aucune idée, mais j'ai vu des photos. Il y a des photos qui commencent à circuler où t'as ces espèces de plexi-là entre les participants. Puis là, toi, tu dis que c'est ça, t'es bien impliqué, justement, quand t'embarques dans un projet. Ouais. Puis, c'est ça. Toi, quand on te propose, est-ce qu'on te l'a proposé? C'est toi qui arrives avec un concept? On me l'a proposé. Le concept, il vient pas d'ici. C'est un concept anglais. OK. Un show qui s'appelle Come Dine With Me, qui, je pense qu'en Angleterre, c'est encore en production. Il y a à peu près au-dessus de 20 pays qui l'ont fait, ce concept-là. Il existait en France, un dîner presque parfait en France. Ça durait 1 heure de temps. C'est adapté selon les pays. Fait que moi, quand on me l'a proposé, il y a 10 ans, un peu plus que 10 ans finalement, le producteur Guillaume L'Espérance, c'est V, qui s'appelle maintenant Nouveau, qui avait acheté le concept pour le Québec. Le producteur Guillaume L'Espérance m'a approché. Lui, il dit, c'est toi que je vois là-dedans. Il m'explique rapidement télé-réalité, c'est quotidien, du monde qui s'invite à souper, tout ça. Puis moi, les télé-réalités, c'est pas quelque chose qui me fait triper tant que ça. Ouais, okay? c'est ça. Fait que j'ai dit non. Première affaire, je disais, non, une télé-réalité, Guillaume, c'est pas d'affaire là-dedans. Ah ouais. Fait qu'il a insisté parce qu'il me connaît bien. Puis il m'a passé des shows. Il m'a dit, regarde c'est quoi avant de me dire non. Fait que là, j'ai regardé une semaine Puis pourquoi tu voulais pas tant que ça? Y a-tu de quoi en particulier que... Moi, je me voyais pas. Faut dire une affaire, par exemple, c'est que ce concept, ce genre de show-là, avec une narration, le fun, qui a du recul sur le show, ça existait pas. Fait que je comprenais pas ce qu'ils me voyaient faire là-dedans. Tu comprends? Dans ma tête, une télé-réalité, c'était Love Story, Occupation Double, puis je dis, moi, je ne fit pas là-dedans, tu sais. Fait que dans le fond, j'avais pas compris c'était quoi le show, tu sais. Puis c'est normal, je l'avais pas vu. Fait que quand je l'ai vu, j'ai fait, là, OK, là, je comprends. Puis là, ça va être le fun. Puis là, il faut que ça soit moi qui le fasse parce que je me vois là-dedans. Puis Guillaume, qui me connaît très, très bien, sait aussi que je tripe beaucoup, beaucoup sur tout ce qui est anglais. Moi, j'aime l'humour anglais, j'aime la musique anglaise. Regarde, moi, tout ce qui est British Invasion des années 60, rock progressif des années 70, la musique anglaise, j'aime ça. J'aime l'Angleterre, je suis allé souvent, ça me fait triper. Je tripe sur James Bond. James Bond, c'est anglais. Fait que lui, il savait que cet esprit-là, je l'avais. Tu sais. Ouais. Mais moi, je me voyais pas là-dedans. Lui, il m'a vu. Comme souvent, c'est les affaires les plus fun qu'on fait. Moi, en tout cas, dans ma vie, tu y attends le moins. les affaires les plus fun que j'ai faites, c'est ça. C'est des affaires que moi, je me vois pas là-dedans, mais il y a du monde qui me voit aller, qui dit, ben oui, André, là-dedans, il va être bon. Mais moi, je le vois pas. On n'est pas nécessairement toujours la meilleure personne pour évaluer ce qu'on peut faire. Ouais. Puis ça, dans quoi on est bon. Tu sais. Ouais. Ça prend quelqu'un d'autre pour te... Puis est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait ce succès-là? Zéro. Avec ce show-là? Zéro. Vous attendiez à quoi? On s'attendait à rien. Écoute, moi, quand j'ai embarqué là-dedans, j'ai signé pour 70 émissions. Ça veut dire que de septembre à décembre. Puis il n'y avait pas d'autres saisons, là. C'était ça. Au début, le show passait un peu dans le beurre. Pas beaucoup de promotion. C'est pas une station qui avait énormément de moyens. Et deux, c'est un show qui n'avait pas de vedette. Au départ, je n'étais même pas supposé être l'image de cette émission-là. C'était au début qu'il venait de se faire acheter par les je pense frères. que c'est la deuxième année. OK. La deuxième année. Fait que t'avais Jean-François Mercier qui était... Guillaume Pinault, c'est un des podcasts que j'ai fait. Ah, tu vois quand je te dis que les noms y arrivent après, c'est ça. J'ai pensé à Jean-François Mercier. Je disais, hey, Guillaume Pinault. Jean-François Mercier qui faisait un gars le soir. C'était lui qui était comme le King. Le King, c'est ça, le King de V. Ouais. Fait que il pouvait pas vraiment faire de promotion sur un souper presque parfait parce qu'il n'y avait pas une image à mettre là-dessus. Fait que au début, je pense la première semaine, on a peut-être fait 125 000 de codes d'écoute, ce qui est pas énorme en télévision. OK. Ce qui est énorme pour Télé-Québec. Non, mais c'est vrai, tout est relatif, là, tu sais, mais 125 000, c'est pas hallucinant, c'est correct. Mais le bouche à oreille, il s'est mis à se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les réseaux sociaux, nous autres, la clé d'un souper presque parfait, c'est les réseaux sociaux. Puis il y a 10 ans, les réseaux sociaux, c'était pas ce que c'est maintenant. Ouais. Fait que sur Twitter, là,
le hashtag USPP, écoute, le feu poignait à chaque fois, là, le monde, là, ça écrivait. De sorte que, moi, ce que j'ai compris, c'est que le monde se voyait à la fin de semaine. Il disait, hey, as-tu regardé cette émission-là? Tous les lundis, on doublait notre code d'écoute de la semaine d'avant. De sorte que, en dedans de 1 mois et demi, on était rendu à 500 000. À un moment donné, on est arrivé à 700 000. On était pas loin du 800 000 à un moment donné, en dedans de peut-être 1 mois et demi. OK. Ce qui est assez Fait que le monde hallucinant. écoutait beaucoup ça en rafale, genre? Pas nécessairement en rafale, mais il y a eu un effet vraiment d'entraînement et de bouche-oreille qui a remplacé, qui a eu un meilleur impact que n'importe quelle campagne de publicité que tu peux pas avoir. Fait que dans d'un mois, 1 mois et demi, le show est devenu le hit de V et est resté pendant 10 ans l'émission quotidienne la plus regardée de V, puis souvent l'émission la plus regardée de V. Ah ouais. Encore jusqu'à tout récemment. Puis moi, j'ai l'impression que avec la relance qu'ils vont faire, avec le fait que c'est un nouveau narrateur, le fait que ça fait 1 an et demi, presque 2 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelles émissions, le fait qu'il y a un symbole dans cette émission-là, de dire « Hey, là, on va être 5 personnes à table, puis on va avoir du fun. » Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du fun à table, là, dans la vie, là, tu sais. Puis j'ai l'impression que ça peut donner une deuxième vie à cette émission-là. Donner un deuxième kick. Moi, je serais pas là. Non. Mais c'est ça, là, on dit que tu participes à la narration, mais est-ce que tu vas chez les... Non. Tu vas pas chez eux autres. Fait que c'est pas toi qui poses des questions. Pas en tout. Là. OK. Tu fais que les répéter en fait, pour l'émission. C'est plus complexe que ça. OK. Je peux pas être au souper parce que la job de la narration, c'est d'accompagner l'histoire. Mais l'histoire, on la connaît pas. T'sais? Fait que toi, faut que tu l'apprennes sur le tas. Ben, c'est pas ça, c'est que, c'est le montage, en fait, qui construit l'histoire de ta semaine en allant chercher à gauche, à droite les petits éléments qui se sont passés pendant les 5 soupers qui font en sorte qu'il y a une unité d'un souper à l'autre. Mais quand ces soupers-là ont lieu, des fois, il peut y avoir une conversation, elle va durer une demi-heure, elle ira pas en ondes parce qu'elle va nulle part. C'est ça. Ben, moi, si j'étais là, je serais obligé d'être narrateur là-dessus pour rien. Ouais. Puis peut-être que j'échapperais des narrations utiles, mais je pourrais pas y trouver là, j'y trouverais une semaine après. Fait qu'on est mieux de travailler avec une réalisatrice, souvent c'est des filles, qui font cette job-là de parler avec les participants. Moi, je reçois un montage, donc une histoire. On enlève la voix de la réalisatrice ou du réalisateur. Je place mes répliques, mais j'ai une job de plus que la réalisatrice a pas. Faut que je fasse des jokes. Mais je peux pas changer ce que l'autre personne me dit. Tu comprends? Non, c'est ça. Le participant, lui, sa réplique, c'est ça. Fait qu'il faut que je trouve de quoi qui fit et qui change pas le sens. Pour moi, c'était très, très important de jamais changer le sens de ce que... Parce que c'est facile de dire quelque chose pour que l'autre ait l'air épais, mais c'est pas ça qui a été dit. Non, tu fais dire quelque chose qu'il n'a pas dit. Changer le contexte. Moi, je voulais pas faire ça. J'y tenais absolument. Je tenais à garder le sens par honnêteté. Ben ouais. Transparence. Par transparence. Puis, tu sais, il faut être cool avec les participants. Pour moi, ça a toujours été bien important. Je voulais pas rire des participants. Ouais. Pour moi, c'est super important. Je voulais rire avec les participants. C'est sûr qu'il y en a qui se mettaient dans la marde, puis que, coudon, ils ont eu l'air fous, mais c'est pas à cause de moi qui avait l'air fou, tu sais. C'est pas moi qui poussais là-dedans. Puis même, très souvent, plus un participant se mettait le pied dans la bouche ou avait l'air fou, plus moi, comme narrateur, j'avais le réflexe de le protéger. Puis de pas aller encore plus loin que lui parce que c'est tellement facile à faire puis c'est pas cool. T'sais. Ah, surtout aujourd'hui, ça prend plus grand-chose. Ben déjà, avec les réseaux sociaux, tu sais, les réactions du public, moi, c'est quelque chose, tu sais, ça se parle beaucoup depuis plusieurs mois, l'impact des réseaux sociaux sur les personnalités, tu sais. Les gens, écoute, on reçoit des affaires, là, c'est élevé, là, c'est vraiment élevé. Puis en plus, le confinement a tout accentué ça, là, tu sais, là, c'est comme quintuplé, là, c'est fou, là. C'est complètement fou. Ah ouais. Puis quand ça arrive, tu sais, ton réflexe, souvent, c'est de te retirer de la discussion. Il ne faut pas se retirer de la discussion, parce que si on sortit de la discussion, ben là, on laisse le terrain à ces gens-là. Fait que c'est pas pour rien que, tu sais, Twitter, c'est de plus en plus heavy ce qui s'écrit là-dessus. Facebook, ça se contrôle un peu plus parce qu'à la rigueur, quelqu'un, tu sais, t'acceptes une amitié ou tu l'acceptes pas. Fait que il peut s'écrire des affaires sur toi ailleurs puis tu les vois pas, tu sais. Mais sur Twitter, les gens ont accès à toi très, très, très facilement puis ils peuvent t'écrire des affaires. Puis ça va des insultes, bof.
Tu sais, moi, c'est quelqu'un m'écrit et qui me traite de nain de jardin, ça m'énerve pas bien, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Ah ouais, les menaces, pis c'est ça. Ben oui. Ah ouais. Puis on va régler ton cas quand on va te pogner. Tu sais, écoute, c'est quoi ça? Tu vas me pogner où? Tu vas me faire quoi? Ah, toi, t'en as-tu eu des de même? Ben ah ouais? Un jour, tu paieras pour tout ce que tu as fait. Puis toi, y a-tu des affaires genre que t'étais borderline polarisant dans qu'est-ce que tu disais? Ben moi, je me suis prononcé. Premièrement, tout le monde en parle. Ok, ouais, c'est ça. Mais pas juste pour un souper. Non, un souper. Non, un souper, les commentaires, c'était plus des gens qui écrivent des choses sur les participants. Puis moi, je les protège, je les défends. C'est ça. C'est plus à ce niveau-là que j'intervenais sur les réseaux sociaux, sur un souper. Mais c'est tout le monde en parle. Ben là, oui. Là, c'est de l'opinion polarisante. Presque à chaque semaine, il y arrive. Puis tu prends position. Ben, fait que c'est sûr qu'il y en a qui sont pas d'accord. Sans nécessairement que tu prennes position. C'est bien spécial. Des trucs... tu sais, quand tu fais, par exemple, une entrevue, à tout le monde en parle avec un politicien, il y a le tiers du monde qui vont dire que tu as été licheux, puis que tu votes pour lui, puis que tu n'as pas posé les bonnes questions. Il y en a un tiers qui vont dire que ça paraît que tu votes contre lui, t'as pas été fin avec, t'as été trop de cul, t'aurais jamais dû poser des questions chiennes de même. On parle des mêmes questions puis du même invité. La même entrevue. La même entrevue. Puis là, t'es pogné avec ça. Fait que selon les entrevues, les gens sont convaincus qu'on est fédéraliste ou souverainiste, qu'on est à droite ou à gauche, qu'on est libéral ou conservateur, ou c'est n'importe quoi. Tu fais juste, bon, OK, c'est correct. J'avoue que depuis 1 an et demi, avec la pandémie et avec les conspirationnistes, j'ai vraiment abusé du bouton bloc. Puisque je faisais jamais avant. Jamais. Moi, je ne pas ça bloquer du monde. Mais ouais, tu fais, ah non, regarde, là, j'ai pas besoin de ça. T'es lourd, reste pas besoin de ça dans ma vie. Décalé, ce petite graine. Va-t'en, arrête, là. Non, je le connais pas, Bill Gates. Je le connais pas, arrête. Je fais pas partie de cette conspiration-là. Des fois, je répondais, tu sais, genre, tu fais partie de la grande conspiration, le complot avec Bill Gates. Combien Bill Gates t'a-t-il payé? Sur ça? Fait que là, je réponds, ben là, j'ai eu un coupon rabais de Windows XP en 1988. Ah ouais, c'est peut-être ça. Il m'a donné 25$. Je pense que j'ai donné pas mal plus d'argent qu'il m'en a donné, Bill Gates. Oui, tu donnes un prix, c'est pas dérisoire, genre $4. Il te croit. $4. $4 ou le contraire, 28 millions de milliards. Ah, je le savais. J'ai engagé un drone qui te surveille chez vous. Là. Bloc. OK, ouais. Mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, si on en revient à un souper presque parfait, tu sais, il y en a bien, c'est ça que tu disais, tu sais, ils se sont mis le pied dans la bouche, tu sais. Y a-tu des... y a-tu justement des... Ben, dans le fond, ma question, c'est plus... le casting, est-ce que tu participes à choisir qui est là-dessus? Moi, j'intervenais pas au niveau du casting. Je voulais pas être impliqué émotivement envers les participants. Je voulais pas les connaître. Ouais, c'est ça. Puis je voulais pas non plus, puis ça, l'équipe était bien avertie. Quand je commence à... Mettons que je travaillais sur une semaine, puis je commençais à recevoir les émissions de cette semaine-là, je voulais pas connaître... Je voulais pas savoir qui allait gagner. Je voulais pas savoir ce qui allait se passer, s'il allait y avoir des chicanes, s'il allait y avoir... Moi, je veux rien savoir de l'histoire. Je veux la voir en même temps que le téléspectateur. Ou de la même façon que le téléspectateur. Ouais. Je regarde le premier show. Là, je suis convaincu qu'il va arriver telle affaire, il va arriver telle affaire. C'est pas ça qui arrive. Mais moi, comme narrateur, je sais que le téléspectateur, il va penser ça. Il va penser qu'on s'en va là-bas. Fait que moi, comme narrateur, je vais l'envoyer là-bas. Ça va être encore plus efficace parce que je vais le tromper encore plus que ce qu'il y a à l'écran. Tu fais un rieur aveugle. Ben, c'est ça. Fait que quand le punch arrive, le punch est encore plus efficace parce que moi, en tant que narrateur, j'ai envoyé tout le monde à droite alors qu'on s'en allait à gauche. Ouais, ça, tu pousses justement. C'est ça. OK. Subtilement, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. OK. Puis ça c'est hyper... C'était, parce que c'est moi qui le fais. Ouais. Je sais pas s'ils vont garder mes trucs, mais j'imagine que oui. Fait que toi, tu t'occupais juste de la narration, dans le fond. Ouais. C'est ça, je comprends. Là. Ben oui, mais je t'ai impliqué un peu dans le montage, c'est-à-dire que je recevais une première version, là, un offline, une première version du montage. De combien de minutes environ? Ça dépassait peut-être de 4-5 minutes. Là, OK.
Puis il y a quand même beaucoup à couper. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ça, eux autres avaient leur truc à eux aussi au niveau... Parce que c'est facile de couper, par exemple, dans la préparation du repas, c'est assez facile. Je veux dire, une préparation de repas, ça dure 2 heures. À l'écran, ça durerait peut-être 8 minutes. Il y a des trucs. Mais c'est ça. Donc, moi, en voyant la première version, ben, des fois, je voyais des affaires qui marchaient plus ou moins. Tu sais, mettons, une conversation commence à table, puis je disais, je comprends pas de quoi il parle. Tu sais, il manque, plate à dire, il manque juste un petit début. Il existe le début, il a juste pas été mis, ou tu sais, bon, des trucs comme ça. Puis des fois, j'arrivais à dire, hey, je veux dire quelque chose là. Placez-moi un trou parce que je peux placer une réplique super efficace à cet endroit-là. J'en ai besoin. Fait que c'est plus des affaires de même. OK. Ouais. Ah, cool. Puis, y a-tu des épisodes qui ont pas pu passer en nom parce que c'était trop élevé ou se sont trop mis dans la marde ou... Non, ben je veux dire, c'est sûr qu'il y a eu des affaires qu'on n'a pas mis, là, c'est normal. Là, que ce soit des propos, que ce soit des choses qui sont arrivées, mais il y a bien des affaires qu'on a mis. Là, je veux dire, quand des participants se pognent à table, puis qu'il y en a un qui se lève, puis qui pitche le verre dans la face de l'autre, puis qui se pousse, puis qui sort dans la rue, puis que la caméra le suit, on le met, ça, parce que c'est intéressant, tu sais. Mais... c'est de la télé-réalité. C'est de la télé-réalité, oui. Puis en même temps, des fois, on est obligé de mettre quelque chose. Mettons qu'il arrive une affaire le mercredi, puis que ça a un impact négatif sur tout le reste de la semaine. Mais là, t'as pas le choix de le mettre. C'est ça. Tu sais, parce que si tu le mets pas, mettons que, je sais pas, moi, il y a un participant qui est vraiment super pas cool avec les 4 autres. Puis là, le jeudi et vendredi, les 4 autres ils arrêtent pas de le piquer, ils lâchent pas. Mais si t'as pas mis le moment heavy où il a pas été cool, ben là, c'est les 4 autres qui ont l'air pas corrects, alors que la personne pas correcte, c'était la 5e ou la première, ça dépend dans quel ordre. Fait que c'est ça, fait que c'est des affaires de même. Il est arrivé des choses, c'est pas un secret, on l'a déjà raconté. Par exemple, le participant qui s'en va, il finit pas sa semaine. T'es obligé de continuer, toi, ta semaine. Fait que t'es obligé de continuer ta semaine avec 4 participants plutôt que 5. Tu peux pas toujours expliquer pourquoi, parce que des fois, c'est des choses qui sont... trop personnelles. C'est ça. Fait que je sais que c'est arrivé où le public était frustré, genre pourquoi il est plus là, pourquoi vous le dites pas? Ben c'est parce que c'est quelque chose, c'est plate à dire, qui nous concerne pas. Quelque chose de personnel. Ça peut être quelque chose qui est arrivé entre certaines personnes, des choses qui se sont dites que tu dis on peut pas mettre ça en ondes, c'est plate, parce qu'il faut protéger des personnes aussi, parce que l'autre affaire qui est bien importante, si tu as 5 personnes dans un souper, puis il y en a qui se met à dire ah non, moi mon ancienne blonde, écoute, elle prenait tellement de coke, ça avait pas de bon sens. Mais tu peux pas mettre ça. Parce que la personne dont il parle, il faut que tu la protèges. Y a-tu un risque de diffamation? Oui, c'est ça. C'est des choses comme ça. Fait que là, tu dis, bon, mais pour le reste, qu'est-ce qui peut arriver? Exemple, ça, c'est arrivé peut-être 4-5 fois dans les 10 ans. Le participant ou la participante du lundi se plante, sait qu'elle gagnera pas, puis décide que, moi, je lâche, je le fais plus. Si ça arrive le lundi, on peut recommencer la semaine. C'est-à-dire qu'on va parce qu'on a toujours un backup. Si on a 5 participants, on a 5 plus 1. On a un backup. Au cas où, à quelques jours du tournage, un participant choke puis décide de pas le faire. C'est déjà arrivé. Ou une affaire de même. Le participant du lundi se plante, moi, je le fais plus. Moi, je serai pas là demain. Fait dire, OK, parfait. On va recommencer la semaine demain avec notre backup. Donc, notre mardi... Ben, ça va être le lundi à l'écran. On va tourner une nouvelle semaine à partir d'un nouveau lundi. Mais là, les autres, les 4 se connaissent déjà un peu. Ouais, ben c'est ça. C'est l'inconvénient. T'es obligé de les briefer, de dire, regarde, on recommence à zéro, là. Tu sais, vous connaissez pas, puis ça peut arriver. Puis je pense qu'une affaire qui est déjà arrivée aussi, je pense qu'il y a eu un souper à un moment donné, qu'il y a eu un bug technique, puis qu'ils se sont rendus compte le lendemain que le show s'était pas enregistré. Même avec des pros. Oui. Ou c'est peut-être au moment du transfert qui est arrivé. Tu sais, ils prennent la petite disquette, là, mais bon, ils prennent le fichier. Puis le fichier est corrompu. Mais ils s'en rendent compte au moment du transfert, le soir même ou le lendemain matin. Puis là, fait qu'on va recommencer le souper. C'est ça, pas le choix. Je suis pas arrivé souvent, peut-être arrivé 2 fois, mettons. Puis comment ils s'arrangent pour faire le casting? Ils cherchent. C'est quoi qu'ils cherchent en particulier? Est-ce qu'ils cherchent des personnalités qui vont se confronter? Ou ça, c'est l'affaire. Au début, je pense qu'ils cherchaient plus.
Puis ils se sont rendus compte que tu peux jamais prévoir ce qui va arriver. Ouais. Ben, c'est ça. Hein? Tu sais, nous autres, là, on se connaît pas. Non. OK? Peut-être qu'on va devenir des grands chums. Peut-être qu'au bout d'une demi-heure, dans un souper, on va se taper ses nerfs. Ouais. On ne sait pas. Puis c'est pas... Il n'y a personne qui peut le savoir, ça. Comment 5 personnes vont interagir ensemble. Encore plus, c'est parce qu'il y en a un autre là, puis un autre là. Puis ces 3 personnes-là vont aussi avoir un impact sur ce qui va se passer entre nous deux ou sur notre attitude par rapport... Moi, je pourrais avoir une attitude par rapport à cette personne-là, puis ça va te taper ses nerfs à toi, puis tu vas la défendre, puis là, on va se pogner. Il n'y a personne qui peut prévoir ça. Fait que je te dirais qu'ils ont appris avec le temps que c'était impossible de prévoir ce qui allait se passer. Donc, ça servait à rien d'essayer de faire des matchs ou d'autant plus que si tu fais 130 demi-heures par année, il faut que tu castes 130 personnes. C'est pas comme faire une télé-réalité qui dure 13 semaines avec 8 personnes. Ça, peut-être que c'est plus facile de prévoir ou de jouer d'un caractère puis tout ça, mais sur une semaine, tu peux pas. Il y a trop de monde, tu n'as pas le temps de faire ça. Ce qu'ils ont réalisé, c'est que si tu rencontres quelqu'un en audition puis que cette personne-là est très, très extravertie, ben ça se peut qu'à la télé, tu aies du trouble avec. OK. Parce qu'en audition, normalement... qu'elle prend de la place, là? Ouais, c'est ça. Normalement, là, quand tu débarques puis tu n'as jamais fait de TV de ta vie puis tu passes une audition, il y a des caméras, il y a une réalisatrice, un réalisateur, il y a un producteur. Si t'es pas gêné un peu, il y a quelque chose de pas normal. Tu comprends? Fait que si tu débarques puis tu prends ben de la place, tu risques de prendre beaucoup trop de place quand ça va être le temps de faire un souffle, puis tu vas peut-être même être problématique au niveau personnel, au niveau caractère. Ouais. Si t'es juste cool, normal, il y a des bonnes chances que quand ça va être le temps de tourner, Là, tu te renfermes. tu vas être gêné, tu vas être plate. Fait que c'est d'avoir des gens qui sont extravertis, mais pas trop. Ouais. Fait que... Ou sinon, de le matcher avec quelqu'un qui est un peu plus plate pour le faire sortir. Même non, ça risque de pas arriver. Non, les gens extravertis prennent bien de la place. Ils vont juste prendre la place. Ils vont prendre la place que l'autre prend pas. Non, mais c'est ça. Fait que je te dirais que les premières années, on a eu des participants, appelons ça des, entre guillemets, des bébites, là, des caractères, là, oh boy. Et avec le temps, il y en a eu moins parce que quelqu'un qui est problématique, dans une semaine de souper presque parfait, un caractère problématique, ben cette personne-là va être problématique en dehors des tournages, va être problématique une fois que l'émission va être finie, va être problématique pendant que l'émission va être en ondes. Il y a eu des cas de participants qui, à un moment donné, revenaient vers moi puis pouvaient être, il fallait que je les gère. Mais à un moment donné, on fait, mais là, OK, ce type de participants-là, on va essayer de ne pas les prendre. Ouais, de moins en avoir. Puis, il va en avoir pareil de toute façon, parce qu'il y en a qui vont se faufiler. Puis c'est correct. On vit avec. Quand on se retrouve en onde avec quelque chose, on vit avec. Mais quand c'est compliqué à gérer, là, ça peut être très, très compliqué à gérer. Ben, c'est ça, parce que des fois, ça amène une controverse aussi. Ben oui, il y en a eu. Puis même, je pense qu'à un moment donné, c'est arrivé, il fallait que toi-même t'as fait une sortie publique pour te défendre. Ben oui. Arrêtez. Le producteur. En fait, quand sur les réseaux sociaux, il y a des participants, il y a des gens qui n'aimaient pas telle attitude. Puis les gens prennent ça vraiment beaucoup au sérieux. Ouais. Ben à cœur, tu sais. Fait que des fois, ils se rendent même pas compte qu'il y a un deuxième degré dans ce que dit un participant. Moi, je me souviens d'un participant, bon exemple, qui s'est mis à dire que il s'occupait de sa mère, puis c'est sa mère qui a fait une partie du souper, c'est sa mère qui mettait la table, puis tu vois, il jase, ma mère est en train de mettre la table, puis tu vois sa mère en arrière mettre la table, mais ça paraît que c'est une joke, là. C'est pas vrai. Okay. Mais là, le public s'est reviré contre lui. Puis il disait qu'il a payé en billet de loterie, des affaires de même. Okay. Tu sais, le gars, c'est des jokes. Mais il y a une partie du public qui l'a pris au sérieux. Ils sont mis à le blaster. Là, comme s'il on va trichait. te dénoncer. Comme s'il exploitait sa mère pour vrai. Ben, c'est une joke. Puis il a fallu que moi, à un moment donné, j'intervienne, dire Hey, c'est une joke. Fait que là, les gens sont virés contre moi en disant ben c'est ça, ton chose, il n'y a rien de vrai, c'est juste de la bullshit. Puis ça n'arrête plus. Mais c'est un peu, moi, ce que je faisais, quand ça devenait trop élevé envers un participant, j'employais ce que j'appelle la technique du coach de hockey.
Tu sais, quand le public est trop... Quand les joueurs jouent mal ou que le public est trop contre un joueur, souvent, le coach va dire quelque chose. Le coach canadien va dire une affaire, puis là, tout le monde va se revirer vers le coach, puis ils vont laisser les joueurs tranquilles. La vieille technique. Ça, je faisais ça des fois. Ah ouais. Quand ça venait trop élevé, là, j'écrivais de quoi sur les réseaux sociaux. Là, le monde se revirait contre moi. Regarde, amusez-vous, là, pas de problème. Mais ils laissaient les participants tranquilles. Ouais. Parce que, on parlait tantôt, justement, comment les gens peuvent être élevés sur les réseaux sociaux. Des personnalités, on s'y attend. On est un peu habitué. On a cheminé là-dedans depuis plusieurs années. Mais les gens qui, le lundi matin, n'étaient pas connus, puis le lundi soir, il y a 600 000 personnes qu'ils ont vues à la TV, eux autres ne sont pas habitués à ça. Puis eux autres, ils ne s'attendent pas en participant à une émission de même qu'il va y avoir des commentaires pas corrects, élevé. Eux autres, ils s'attendent juste à se faire dire « Hey, t'étais bon à la TV cette semaine. » Hey, t'étais drôle. Hey, t'étais drôle. Ton gag de mère. Ton gag avec la main qui met ta table en arrière, t'es écœurant. Fait que moi, je leur disais tout le temps, écoutez, là, les réseaux sociaux, prenez-en, mais laissez-en beaucoup. Si vous voulez savoir ce que les gens pensent de vous autres, allez vous promener au centre d'achat. Là, vous allez le savoir, puis ça va être vrai. Ouais. Avec les vrais commentaires. Puis, en plus, vous les accompagnez quand même, tu sais, quand il y a une genre de controverse. On essaye, oui, autant que possible. OK. Autant que possible. Mais tu sais, c'est pas... Ça demeure des exceptions, là. C'est ouais, pas, c'est ça. parce que si ça avait vraiment été ça, moi, j'aurais arrêté avant 10 ans, là. Tout le temps, ça. Il faut que ça soit le fun. Il faut que ça soit le fun pour le monde. Puis c'était le fun pour les participants, la plupart des participants. C'est juste qu'il y en a qui s'attendent à beaucoup, tu sais. Des gens qui sont convaincus qu'ils vont gagner, sont convaincus qu'ils sont les meilleurs cooks au monde, puis ils finissent 4e. Ça se peut qu'il y en ait là-dedans qui le prennent personnel, puis qui se rendent pas compte que non, t'es pas si bon que ça, tu sais. Ah ouais? Ouais, ça arrive. Puis quand vous checkez le casting, j'imagine que vous vouliez pas déjà des petites vedettes avant d'y aller. Ben, il y en a qui le... Ben, tu veux dire, tu parles pas nécessairement des gens connus. Parce que... Non, ben c'est qu'ils ont un entre-deux, genre, tu sais. Comme il y en a qui veulent devenir humoristes. Il y en a eu, puis il y en a qui le sont devenus. Ouais. Comme Julien Bernatchez. Julien Bernatchez, c'est un bon exemple. Mais ça, Julien, vois-tu, moi, j'avoue que je le connaissais pas vraiment au moment où il a fait l'émission, mais l'équipe de casting le connaissait. Un petit peu. Il savait que ça allait donner ce genre de trucs-là. Mais il y en a quelques-uns, je te dirais qu'il y a peut-être pas loin d'une dizaine de participants qui sont maintenant. Joe Cormier a participé à un souper presque parfait. Il était là. Puis il y a François Lambert. Ouais, mais François, il est devenu une vedette avec le souper. Ouais, c'est ça, après. Ben, en fait, on peut dire que certains humoristes sont devenus des vedettes après aussi. Pour eux autres, c'est comme quasiment une expérience de TV. Là, ils n'étaient pas encore connus. Ah, je vais aller m'amuser. Puis il y en a au moins, comme je te dis, au moins une dizaine là, qui sont, que je vois là, maintenant. Ah ben, regardons ça. Il passe à la TV plus souvent que moi, lui. Ah, ben. Mais c'est ça que... Comment ça s'est passé? Toi, t'as pas rencontré Julien. Tu l'as-tu rencontré? J'ai rencontré après. OK. J'ai rencontré après. Puis comment t'as trouvé ça? Ah, moi, j'ai du fun avec Julien. Écoute, en fait, j'ai rencontré... La dernière saison d'un souper que j'ai fait, le concept était un peu différent. En fait, c'était 10 ans et demi, parce que c'est une demi-saison. C'était comme un recap un recap des 10 années avec des thématiques. On revenait sur certaines affaires, on expliquait des choses, comment ça s'était passé. J'étais à l'écran, j'animais à l'écran, puis je faisais des entrevues avec des participants. Donc, j'ai fait une entrevue avec Julien à ce moment-là, justement pour voir comment tu as vécu ça, pourquoi tu l'as fait. C'était quoi le minding en arrière? Puis comment t'as trouvé ça, toi, quand t'as fait la narration de ça? Parce que tu le découvrais en même temps que... Ouais, ben, en fait, j'ai réagi exactement comme le public. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, j'étais pas content. Je trouvais qu'il venait fucker le show. Tu comprends? Avant que je catch, je disais, OK, non, c'est correct, c'est beau. Yo, il est attachant. Oui, il est super attachant, c'est correct, mais en même temps, c'est parce que le concept de l'émission, c'est que le participant doit essayer de faire le meilleur repas possible. Lui, il arrive et il dit, volontairement, je vais non seulement essayer, je vais réussir à faire le pire repas. Je me forcerai même pas. Ça va être de la bullshit tout le long. Ça sera pas bon, puis c'est assumé. Ben, sur le coup, moi, c'était comme, ben là, on est en train de, tu sais, l'expression jump the shark en télévision, là, où tu fais l'affaire de trop, l'affaire qui fait en sorte que ton show perd de la crédibilité. Moi, ça m'a fait peur. OK. Puis finalement, là, le public a compris, le public a embarqué. D'ailleurs, le public a voté pour le revoir.
OK, ça a passé, c'est correct. Fait que... Pourquoi tu penses que le public l'a aimé? Ben justement, je pense qu'il est authentique. Ouais. Il est vrai. Puis surtout, ben, il est très attachant comme personne. Il est attachant, il est inoffensif. Il est fin, il est super fin. Puis il y avait autour de lui du monde moins fin. Fait que lui, il ressortait en plus. Tu sais, il n'y a pas besoin d'être pas fin pour qu'on le remarque. Il est comme ça, on le prend de même. Puis le monde, puis faut dire, ce qui a aidé aussi, c'est les réactions des autres participants qui ont embarqué. Parce qu'il aurait pu, si les autres participants n'avaient pas embarqué, peut-être que ça aurait ressorti autrement, mais les autres participants, quand la bouffe arrivait, les saucisses hot dog des patates pilées, écoute... Le château de saucisses. Il se pissait dessus, le monde, il trouvait ça drôle. Il est pas allé là, il a pas fait ça. Les chapeaux de fête. Les chapeaux de fête, regarde... les verres. Il mettait de la bière dans tout. C'était pas bon. C'était super bien. Fait que le monde a embarqué, fait que c'est parfait, tu sais. Puis en fait, tout le monde a embarqué, je pense, sauf un qui, lui, il revenait pas. Voyons, il nous sert pas ça, c'est pas vrai. Puis, fait que lui était drôle aussi. Ça a donné une bonne semaine. Puis la deuxième semaine qu'il a faite, où on lui avait dit, là, faut que tu te forces. Faut que tu fasses mieux. Pour quand il est revenu. Il est revenu, il dit, là, il faut que tu fasses mieux que ça. Ouais. C'était tout aussi dégueulasse, mais il s'était forcé. Ouais. C'est correct. C'est correct. Ah, ben c'est cool, ça. Ouais, c'est ça, fait que... Toujours est-il. Ouais. Si on va ailleurs... ben c'est ça, tu sais, on t'a beaucoup vu avec RBO, tu sais, mais après, on dirait que t'es devenu plus derrière la caméra, tu sais. Ben, ça dépend. J'ai fait beaucoup de radio. Ouais. En fait, il n'y en a pas de caméra. À ce temps, il y en a à radio. Ils ont des caméras dans tout. Fait que j'étais derrière le micro, mais j'étais à l'avant-scène quand même. Non, j'ai animé des séries de TV. J'ai fait bien des affaires. Dans RBO, on a arrêté. On n'a jamais vraiment arrêté, mais le gros break d'RBO, c'était en 95, mais... j'ai joué dans des téléromans, j'ai joué dans Virginie quand même. Ah ouais? OK. C'est ça, j'ai animé de la radio, j'ai animé une série jeunesse à Télé-Québec. J'ai fait une série documentaire sur l'humour PQ. OK. Ouais. 10 documentaires sur l'humour, ça, j'ai fait ça en 2006. Puis, sauf qu'à un moment donné, effectivement, je me suis mis à écrire beaucoup. Ouais, c'est ça. Pour d'autres. Mais tu sais, entre autres, tout le monde en parle. Ouais, ben là, parce que ça fait 18 ans, tout le monde en parle. Ouais, donc, c'est je suis à l'arrière-scène depuis 18 ans, c'est beaucoup. J'ai été writer sur Piment Fort pendant 4 ans, si je me trompe pas. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé effectivement à être plus au niveau de l'écriture, au niveau de la production, qu'être à l'avant-scène. J'ai arrêté de faire des shows très rapidement, puis c'est pour des raisons familiales. Moi, c'est niaiseux à dire. La dernière tournée d'RBO, on était partis 2 ans? 2 ans que la tournée a duré, puis c'était de la vraie tournée. Là. On pouvait être, à un moment donné, une couple de semaines et des fois plus sans revenir chez nous. Ah, fait que c'était dur. Moi, je commençais à avoir des enfants à ce moment-là, puis là, j'ai fait, OK, regarde, c'est incompatible avec... puis j'aime ça faire de la scène, là, je trippe au bout. Puis quand j'en ai refait, les fois que j'en ai refait, je fais, oh, calvin, est-ce que j'aime ça être sur un stage? Puis puis je trippe. Mais ça fitait plus vraiment avec mes choix de vie ailleurs, qui pour moi étaient plus importants. Puis c'est là que j'ai commencé à faire de la radio. La radio, c'est le fun. Tu te lèves, tu vas faire ton émission, ça dure 4 heures, tu reviens chez vous, that's it. Ouais, t'as pas de voyagement à faire. C'est ça, exactement. T'as pas des gros déplacements à faire. Puis je fais de la radio du matin en plus. Fait que à 10h30, j'étais à la maison, tu sais. Je vais m'occuper de mes kids. En fait, dans ce temps-là, mes enfants venaient me border le soir. Je me couchais avant eux autres. Ils venaient me border avant que je me couche. Fait que c'est ça. C'est plus à ce niveau-là. Puis j'ai commencé à triper beaucoup à écrire pour d'autres, ce qui m'a beaucoup surpris parce que c'était pas en tout comme ça que j'étais avant. Moi, j'écrivais mes affaires, je faisais mes affaires. C'est sûr qu'RBO, on partageait nos trucs, là, mais il m'était jamais venu à l'idée que je pouvais être un auteur pour un autre humoriste ou un script éditeur pour d'autres humoristes. Puis au contraire,
à cette heure, c'est ce qui me fait triper le plus. J'adore ça. D'être oui. writer? Je te dirais maintenant plus d'être script éditeur que writer. Okay. J'ai écrit beaucoup. Fait que le kick de me retrouver devant une page blanche et de créer de toutes parts un sketch ou un texte, je le fais encore, mais c'est pas l'affaire qui me fait le plus triper. L'affaire qui me fait le plus triper, c'est de pogner soit 5-6 affaires qui viennent de 5-6 auteurs différents, puis de builder un truc avec ça, puis de faire en sorte que ça se tienne, ou de prendre un texte qui existe déjà, puis de chercher la façon de le maximiser, de dire, OK, ça, si je change ça de place, si je mets ça là, ah non, ce gag-là, il ne fit pas, faut l'enlever, OK, il manque quelque chose ici, qu'est-ce qu'on peut, attends, là, ça, j'aime ça. Ouais, genre quand c'est quasiment une formule d'une équation mathématique, ça, tu sais, pour arriver au punch, tu sais, tu bouges, tu essaies de... Ouais, c'est ça. J'aime bien. Des fois, j'ai l'impression, quand tu écris, j'ai l'impression que c'est quasiment comme si tu faisais du tricot. C'est vraiment, là... Puis moi, j'écris beaucoup de cette façon-là. C'est beaucoup finement ciselé, tu sais. Je pensais que tu allais m'apprendre que tu fais beaucoup de tricot. Non, j'en ai jamais fait, puis je suis pas sûr que je serais bon. Mais j'aime ça que ça se tienne. D'ailleurs, c'est un des problèmes que les monteurs avaient avec Un souper presque parfait. Une fois que j'avais enregistré mes narrations, ben là, il fallait qu'ils finissent le montage de l'émission parce que moi, mes narrations, c'était pas... tu sais, mettons qu'il y avait un trou de 10 secondes, je m'arrangeais pas pour que ça dure 10 secondes, là. Je disais ce que j'avais à dire. Si ça dure 5 secondes, ça dure 5 secondes. Si ça en dure 12, ça en dure 12. Au montage après, fallait qu'il ouais, c'est ça. Puis moi, parce que sinon, tu parles par-dessus ça. Ouais, ben oui, c'est ça. Ça. Puis moi, quand j'écrivais Un souper presque parfait, souvent, j'avais une technique de pick-up, c'est-à-dire que tout dépend. Mon début de narration, souvent, fitait avec la fin de ce que la personne venait de dire. Je faisais un pick-up sur ce qu'elle venait de dire, soit en utilisant le même mot, soit en relançant. Fait que le monteur ne pouvait pas enlever ça. Il fallait qu'il laisse tout. C'est arrivé au début, à un moment donné, un monteur qui avait décidé d'enlever une réplique, puis ça faisait en sorte que ma réplique à moi voulait plus dire pas en toute la même affaire, même que c'était élevé. C'était pas du tout élevé au début. Puis là, on a eu comme un meeting, c'est parce que on peut plus. Une fois que ma réplique est là, on peut pas enlever ce qui vient avant. On peut jouer avec ce qui vient avant, mais le pick-up, faut pas l'enlever. Ouais, c'est ça. Faut pas l'enlever. Mais c'est ça. Mais ça, j'aime ça. J'aime ça, cette job-là d'écriture. C'est-tu différent de script édité Tout le monde en parle? C'est plus sérieux? Ben oui, c'est ça. Tout le monde en parle, le job de script édition. Je peux comparer. Dans les dernières années, j'ai fait de la script édition, par exemple, pour des bye-bye. J'en ai fait 4. Puis j'ai fait de la script édition de Tout le monde en parle. Bye-bye, bon, c'est un sketch. Fait que t'as des dialogues. Fait que là, tu joues d'un dialogue, tu t'amuses, tu raccourcis, tu changes quelques affaires. Bon, tout ça, c'est une job d'humour. Faut que tu maximises le potentiel comique de ton texte. Sur un Tout le monde en parle, c'est pas ça du tout. Tout le monde en parle, c'est une entrevue. Fait que là, au niveau de la script édition, j'ai deux jobs, en fait. La première des jobs, c'est de faire en sorte que les questions soient les plus efficaces possibles. Donc, des fois, c'est de les réduire. Des fois, c'est de changer un petit peu certaines affaires. Puis, dans le plan d'entrevue, ça peut m'arriver de changer des questions de place. C'est bien niaiseux, là, mais moi, je lis pas les recherches. Je veux pas savoir ce que l'invité va dire avant. Tu sais, parce que souvent, quand tu lis les recherches, tu sais un petit peu où ça s'en va. Moi, je veux pas le savoir. Moi, je lis les questions. Fait que là, votre première question, OK, OK. Puis là, je fais, comment ça fait qu'on ne demande pas ça? Fait que là, je fais une petite note. Je pense qu'on devrait lui poser une question sur telle affaire. Pourquoi c'est pas là? Ben, des fois, c'est parce que la personne qui a préparé l'entrevue, elle a lu la recherche, fait qu'elle connaît la réponse. Fait qu'elle a pas pensé qu'il faut poser la question, elle connaît la réponse. Mais moi, je ne connais pas la réponse. Fait que je rajoute des questions. Puis des fois, je mets une question, puis là, je descends, puis 6 questions plus loin, elle est là. Fait, OK, c'est-tu parce que je me la pose trop vite ou parce que elle arrive trop tard. Fait que je fais juste comme un questionnement, puis après ça, Guy, lui, fait « Ouais, OK, t'as raison, on va la remonter. » Ou ben non, fait « Non, c'est là que je la veux. » Tu sais, c'est des affaires de même. OK. Ouais. Puis, c'est ça, c'est-tu Guilla qui t'a proposé de script éditer le show avec lui? Ouais, ça, c'est arrivé, tu sais, dans des carrières, des fois, il arrive des affaires
t'es vois pas venir, puis ça dure 18 ans. Là. Bon, tout le monde en parle. Moi, je faisais justement la série dont je parlais tantôt, Humour PQ. Je fais une série de documentaires, 10 demi-heures ou 10 heures, je me rappelle plus. 10 émissions sur l'humour au Québec. C'est l'état des lieux de l'humour. C'est quoi l'humour en 2000... c'est en 2006 que j'ai fait ça. Où est-ce qu'on en est? C'est quoi les tendances? D'où est-ce que ça vient? C'est quoi les styles? C'est quoi les sujets? Etc., etc. C'est quoi l'industrie de l'humour? Et on était supposé avoir un tournage. On est en plein été. On est supposé commencer à tourner un lundi au Grand Rire à Québec. On est le vendredi. Et là, le diffuseur nous apprend que finalement, pour des raisons de financement, notre série est reportée d'1 an. Mais là, on est à 2 jours de commencer, puis c'est ça ma job. Cette année-là, ma job, c'est de faire cette série-là. Fait que j'apprends que, en plein milieu de l'été, que j'ai pas de job. Puis, en télévision, milieu juillet, là, c'est pas mal le pire temps pour essayer de te trouver une job pour septembre. Trouver quelque chose. C'est pas mal dans la merde. T'es pas mal, il va falloir t'attendre l'année prochaine. Fait que là, je suis là, j'attends un peu. Parce que j'avais refusé des affaires, genre 3 semaines avant, là, genre, je peux pas, je fais Humour PQ cet été. Fait que j'avais refusé des jobs. Humour PQ n'existe pas pour 1 an. Asti. Là, je suis en tournage pour un show d'été avec Chantal Lacroix à la Ronde avec Guy, par hasard. Puis c'était pas une époque où on se voyait beaucoup. On avait un peu travaillé sur un gars, une fille, tout ça, mais on se voyait moins à ce moment-là. Fait que là, il me demande, mais qu'est-ce que tu vas faire cet été? Qu'est-ce que tu tournes? J'ai dit, ben là, je raconte ça, tu sais. Là, Montréal dit, t'es pas sérieux? Je dis, ouais. Il dit, c'est parce qu'on vient de m'offrir, tout le monde en parle. Je t'ai pas appelé parce que je pensais que tu étais occupé. Je voulais que tu sois le fou du roi. Ah! Il me dit ça. Fait qu'au début, c'était toi? Au début, non, c'était pas moi. Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu. Fait que là, OK. En fait, non, il dit, je veux que tu sois le fou du roi et le script éditeur. C'est ça qu'il m'a dit. Finalement, moi, je regarde ça, je dis, je peux pas être les deux. C'est impossible. Je peux pas être la personne qui t'aide à préparer les entrevues puis la personne qui... Punch. Je peux pas puncher à 2 places. Ou bien je punch là, ou bien je punch là. Puis je peux pas être un très bon fou du roi si j'ai préparé l'entrevue à ce point-là. Fait que là, après discussion à Radio-Canada, entre autres, il y a un des grands boss de Radio-Canada, Mario Clément, qui dit effectivement, puis en plus... Ça serait bien bizarre d'avoir 2 RBO assis un à côté de l'autre pour ce genre d'émission-là. Fait que c'est pour ça que... Fait que on a comme conclu et convenu que j'étais plus à ma place comme script éditeur, puis ça fait bien mon affaire, honnêtement. Puis là, après ça, Fou du roi. On avait beaucoup travaillé avec Danny dans le temps à Piment Fort. On savait qu'il était bien bon pour puncher. Il y en a quelques autres qui ont auditionné, mais Danny... il était vraiment très, très, très ressorti à ce moment-là. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait, mais j'aurais pu ne pas faire Tout le monde en parle. Si Humour PQ fonctionne au moment où ça fonctionne, je fais pas Tout le monde en parle. Ah ouais. Fait que ça a été une bonne affaire, parce que Humour PQ s'est fait de toute façon. Ouais. Few. Ouais. Puis c'est ça. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Ah hasard. Ouais. Gros hasard. Puis quand que Danny Turcotte est parti, t'as pas voulu l'essayer ou... Non, parce que je connais trop Guy pour être un bon fou du roi, parce que j'ai un réflexe de protection par rapport à Guy. Puis, alors que le fou du roi, il faut qu'il s'en foute. Le fou du roi, il faut qu'il sorte les affaires, puis si ça met Guy dans marde, c'est pas grave, c'est à Guy de se démarder, tu comprends? Ah, OK, ouais. Parce qu'il a le droit de sniper sur Guy aussi, le fou du roi. T'sais. Puis moi, j'ai vraiment trop un réflexe, c'est mon chum, c'est mon ami, je veux qu'il ressorte le mieux possible dans cette émission-là. Puis ça fait trop longtemps que je suis sur le show, je pourrais pas être un bon fou du roi parce que mes réflexes, c'est pas ces réflexes-là par rapport à cette émission-là. Ouais. Mes réflexes, c'est plus de mettre l'invité en valeur ou pas de le coincer, mais de faire en sorte que l'entrevue aille chercher ce qu'il a à chercher, puis s'il s'en tire mal, tout bad, moi, ma job, c'est de placer des questions. T'sais. Ouais. Puis ma job, c'est aussi de faire en sorte que Guy s'en tire le mieux possible comme animateur. Ouais. Vous n'avez pas pensé à Mike pour faire... Je me demande s'il n'a pas auditionné il y a 18 ans, Mike. Je pense que oui. Il me semble qu'il était... parce qu'il y avait Louis Morissette, puis il me semble que le 3e, c'était Mike, mais je suis pas sûr. Ça fait un petit bout, c'est ça. Mais je pense que oui. Le gars qui a de la misère à se souvenir des noms. Non, mais vois-tu, à date, je me rappelle bien des noms, mais là, j'ai un petit blanc par rapport à un événement. Au moins, j'ai le nom. Ouais. Pas de t'avoir. Mais je pense, il me semble que c'est Mike. Il me semble que oui. OK. Il me semble que oui. OK.
Mais Mike pourrait venir parce que, bon, là, vois-tu, Danny est parti. On va avoir comme un système entre guillemets, de rotation. Là. Il va y avoir plus qu'un fou du roi. Il va y avoir de l'alternance. Puis il va y avoir des gens qui vont venir faire des one-shots. Ouais. Ça va arriver. Fait que Mike en one-shot, ça pourrait être bien intéressant. Ah ouais, vous êtes ouvert. Là. Oui, ben oui. Moi, Ah ouais. c'est pas moi qui décide, là, mais moi, je suis ouvert. Ben oui. Je vois pas pourquoi il c'est pourrait cool. pas le faire, là. Puis là, c'est ça, avec la pandémie, tout ce qui s'est passé, tu sais, ça a été une année difficile pour tout le monde en parle, tu sais. Pour tout le monde. Ouais. Non, mais tu sais, le départ de Danny, Ouais. tu sais, les allégations contre Wiseman, les directs aussi. Ouais. Maintenant, comment vous voyez l'avenir? Tout le monde en parle encore comme pour 10 ans ou Je sais c'est pas. maintenant c'est saison par saison? Ça a toujours été saison par saison. Ouais. Puis cette émission-là, comme ce qui l'alimente, c'est l'actualité, c'est la vie. Cette émission-là change. Tu sais, bon, tu parlais du direct. Le direct, là, ça fait... on a fait 1 an et demi de direct. Pour l'instant, il n'est pas question qu'on recule puis qu'on revienne à l'ancienne façon de faire l'émission. Tu sais. Parce que le direct s'est imposé. Puis je pense que les gens, en tout cas pour l'instant, ne seraient pas prêts à ce qu'on retourne à la formule précédente où on enregistrait pendant 40 minutes pour faire une entrevue de 15-20 minutes. Pour l'instant, on n'est pas là. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Tu trouves-tu que c'est Moi, mieux le direct? J'ai pas de préférence. Chaque formule a ses avantages et ses inconvénients. Parce que quand tu peux... Ce qui est le fun, là, quand tu fais... Regarde, on est en train de faire... Combien de temps on a fait à date? Là? On est à 50 Bon, minutes. tu vois, ça fait 50 minutes qu'on se parle. OK? Si on avait fait une entrevue de 10 minutes, comme pas mal toutes les entrevues qui se font dans des médiums plus traditionnels ou dans une émission de radio, il y aurait eu 40 minutes de stock que tu n'aurais pas eu. Puis mettons qu'on fait 50 minutes, puis que là, toi, ta job, c'est de faire un 14 minutes. Ouais. Tu vas chercher le meilleur de tout ce qu'on s'est dit dans les 50 dernières minutes. Tu as peut-être une maudite bonne entrevue. Tu comprends? Ça, c'est l'avantage de la formule originale. Ouais. Puis il y a bien des gens qui pensent, ouais, mais le montage, ça veut dire qu'ils prennent ce qui fait leur affaire. Puis c'est pas en tout, c'est pas vrai. On n'a jamais fait ça. Si on avait fait ça, on n'aurait pas fait 16 ans de montage, parce que le monde, au bout de 2 ans, aurait pu voulu venir voir notre show, venir faire notre show, parce qu'il a dit, la dernière fois, là, vous m'avez monté tout croche, là, j'ai eu l'air d'un hostie de fou, j'ai dit, telle affaire, vous l'avez pas mis, En 16 ans, il y a peut-être 3 personnes qui ont dit ça, puis là-dessus, il y en a au moins 2 que, de mémoire, on a dit, veux-tu qu'on mette l'entrevue intégrale pour que le monde juge? Puis on dit, non, c'est beau. Voulant dire, regarde, ils ont essayé de faire passer leur mauvaise performance sur le dos de l'émission. C'est sûr que le direct, par contre, t'as un kick, t'as un petit quelque chose qui est le fun aussi. Et le direct fait en sorte que l'émission est collée sur l'actualité comme ça se peut pas. Puis en temps de pandémie, ça pouvait pas être autrement. Parce qu'en temps de pandémie, si on avait enregistré le jeudi, émission diffusée le dimanche, il y a la moitié du stock qui est déjà plus bon. Parce que ça bougeait tellement vite. C'est pour ça, je dirais. Ben oui. Ouais. C'est pour ça. Parce que... par le temps que tu passes, c'est ça, l'entrevue serait même plus bonne. L'entrevue serait même plus bonne. Écoute, c'est arrivé que... En direct, c'est arrivé qu'il y a des affaires, surtout concernant la COVID, là, la gestion de la COVID. Il y a des nouvelles qui sont arrivées pendant qu'on enregistrait. Qu'on diffusait, on n'enregistrait pas. Pendant l'émission. Moi, j'ai l'oreillette, on voit une nouvelle qui passe. Hey, il vient de se passer telle affaire. Guy, telle affaire, ils viennent d'annoncer tel truc. Puis là, Guy s'en va à l'invité. Hey, il vient d'arriver telle affaire. Puis là, on est live. Tu comprends? Fait que tu parles dans l'oreille. Oui. Parce que Mike fait souvent des gags de ça. J'étais comme, peut-être qu'il exagère. Non, je parle pas tant. Là. Je passe pas mon temps à y parler. Non. Non, c'est juste des affaires de même. Où tu dis, là, va avec cette question-là. Oui, exactement. OK. Oui, puis des fois, c'est parce que celle-là, là, il a répondu tantôt. Là. Attends, OK, va-t'en en haut de la page. Va-t'en à la prochaine. Comment vous fonctionnez? Y a-tu des cartes numérotées? Tu dis, c'est ça. Va-t'en. Va à 12, tu sais. Fait que lui, pour lui, c'est en fait, plus je pense simple. même, me trompe-tu, où les questions sont numérotées? Faudrait que je revoie, là, c'est déjà quelques mois. Mais oui, tu sais, on a un plan d'entrevue, en fait, c'est ça. Mais on en dévie, on en sort. Puis c'est drôle parce que ça arrive souvent, tu sais, un invité va poser une question, puis là, le monde écrit, ça prenait l'invité pour poser la question. Mais on l'avait, nous autres aussi, la question. T'sais.
Mais c'est juste... Ouais, il l'a dit avant, genre. Il l'a dit avant. Puis Ouais. honnêtement, on aime bien mieux quand ça vient de l'invité que quand Ça veut dire qu'il est pertinent. Oui, puis ça veut dire, tu sais, ça met de la vie dans le show, tout ça. Ouais, oui, ça peut arriver qu'un invité va amener une affaire auquel on n'a pas pensé, c'est juste normal. Puis maintenant qu'on est en direct, ça arrive même qu'il y a des questions qui popent ces réseaux sociaux. Pendant qu'on fait l'entrevue, c'est déjà arrivé, tu sais, il y a quelque chose qui se dit, puis là, tout d'un coup, il y a 8 personnes qui disent « Hey, c'était pas clair, me semble, la réponse. » Puis je dis « Hey, Guy, les gens, là, ils n'ont pas compris. » Ouais? Guy revient. Il semble que, en fait, de ce qu'on... Ouais. Fait que genre, maintenant, on se pogne une gang, puis on dit tout, hey, dites tout. Je te dirais que je suis un petit peu habitué de dealer avec ça. Ça je suis capable de voir la différence entre quelque chose de vrai et une affaire de même, là. Non, mais c'est arrivé, ça doit arriver au moins 1 ou 2 fois par émission, qu'il y a des trucs qui viennent de la réaction des gens sur les réseaux sociaux, où là, je dis à Guy, « Hey, Guy, il y a quelque chose, là, les gens veulent avoir plus d'éclaircissement, ou les gens posent cette question-là, on l'a pas, là, mais il y a plein de monde qui se demande telle affaire. » Ah ouais. OK. Puis, qu'est-ce que tu trouves qui a changé comparativement à quand ça a commencé? Tu sais, est-ce qu'on dit souvent que c'était plus comme dans l'optique d'un peu un dîner de con là, au début? Non, ouais. Ben, tu sais, l'émission française... Ouais, c'est plus ça. L'émission française avait plus une volonté de mettre en boîte, mettons, je sais pas moi, tu reçois Mike Ward. OK, tu reçois Mike Ward, puis là, tu fais, on va faire entrer le petit Jérémy. Bon, les Français faisaient ça. Ah ouais. Tu fais l'entrevue avec Mike Ward, puis tout d'un coup, bang, t'as Jérémy qui s'en vient, puis là, ça se pogne. Est-ce que je vous déteste? Bon, tu vois, quelqu'un qui me ferait ça, là. Tu vois, et ça, je te dirais qu'on l'a peut-être fait 3 fois. Ouais. On s'est rendu compte que, ben non, c'est pas nous autres, ça. Ouais. Parce que culturellement, puis il y a bien des gens qui disent « Ah, c'est pas là, tout le monde en parle, les Français. » Non, parce que les Français, eux autres sont capables, là, de s'envoyer chier à TV, de se faire un débat comme ça n'a pas de bon sens, puis une fois que c'est fini, ils s'en vont au restaurant, puis on dit ensemble, ouais, c'est ça. Ici, c'est pas de même, ça marche. Non, les émotions... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait qu'on veut bien, là, mais c'est parce que faut que le show corresponde aux gens qui le regardent. C'est à eux autres que tu parles. Puis oui, il y en a qui vont dire hey, moi, j'aime bien mieux quand il y a telle affaire. Oui, mais c'est parce que si on faisait ce que tu veux, là, vous seriez 4 à la regarder, l'émission. Ouais. Tu comprends? Puis à un moment donné, t'aurais plus d'invités. Ben, peut-être aussi. Il y a plus grand monde qui voudrait y aller. Fait que, tu sais, je te dirais que ça a changé parce qu'on s'est adapté à... Puis, je veux dire, en 18 ans, il y a bien des affaires qui ont changé. Il y a bien des affaires qui sont arrivées, à tout le monde en parle, qui n'arriveraient pas aujourd'hui. Parce qu'il y a X années, il y a des affaires qui se faisaient, puis aujourd'hui, il y a des affaires qui se font pas. C'est tout. T'sais. Puis c'est pas mieux, c'est pas pire. C'est ça. C'est une réalité, puis il faut que tu t'ajustes à ta réalité. C'est juste normal. T'sais. Fait qu'il y a ça. Je te dirais que c'est peut-être le plus grand changement. Puis l'autre changement, c'est que les invités se préparent beaucoup mieux qu'avant quand ils viennent à l'émission. Ah ouais, c'est ça. Oui. Hein. Fait que... Ben, tu sais, je trouve ça un peu drôle qu'il y en a qui n'ont pas pensé avant, là, tu sais. Moi, je serais le premier à me préparer au bout. Il y en a qui se préparent pas juste un peu, là. Il y a une équipe. Qui font des simulations, effectivement. Une simulation. Une simulation, tout le monde en parle. C'est-à-dire que pas juste des gens en politique. Parce que oui, en politique, mettons que Justin... Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Hey, Justin Trudeau, là, il connaît-tu les questions? Il est tellement bon. » Ben non, il est bon. C'est pour ça. Il connaît pas les questions, mais il connaît ses sujets, par exemple. C'est sûrement un esti d'équipe. Puis lui, là, la veille de Tout le monde en parle, là, il doit avoir 4 personnes autour de lui, de maison, de cabinet de communication, puis son sous-ministre de je sais pas quoi, puis ils sont là. Puis là, il envoie des questions. Envoie. Puis lui, s'il s'en fâche, je vais dire hey, non, dis pas ça. C'est ça. Dis ça. OK, c'est correct, moi, dire ça. C'est pour ça qu'ils s'en tirent bien comme ça et que d'autres s'en tirent bien comme ça parce qu'ils se préparent. Mais il n'y a pas juste des politiciens qui se préparent. Il y a des chanteurs, des acteurs. Ils se font une simulation avec le chant. Hey, tout le monde en parle cette semaine.
Mais il y en a qui ont peur qu'on sorte des affaires. Tu sais, t'as une chanteuse, elle commence à 22 ans, puis elle dit « En tout cas, je suis bien nerveuse des questions que vous allez me poser. » Qu'est-ce que tu veux qu'on te pose? T'as 22 ans, t'as 3 tunes. Y a-tu des affaires qu'on sait pas? As-tu été danseuse à Amkoui, puis tu penses qu'on va en parler? Non, t'as rien fait. On peut pas te poser des questions crunchées sur quelque chose qui l'est pas. T'sais. Comment vous faites pour savoir qui vous voulez inviter? C'est l'actualité. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui peuvent marquer l'actualité, mais que c'est pas pertinent ou qu'il y en a qui vont trouver que s'ils n'ont pas la place. Ou non, regarde, nous autres, on est une équipe. Là, on est 6 recherchistes. Ouais. Tu sais, comme maintenant, un vidéo virale. Ouais. Mériterais-tu sa place? Faudrait qu'il soit très, très, très viral, mais il pourrait l'être. Ouais. Ça dépend c'est quoi, ça dépend de l'impact qu'il y a eu. C'est sûr que c'est un fait maintenant avec tous les phénomènes. C'est ça. C'est-tu ma montre qui... Ben oui, ma montre qui parle de même. Avec tout ce genre de phénomène-là, ça arrive des fois, il va popper une affaire, là, une semaine, tout le monde parle juste de ça, puis là, il faut qu'on se dise, OK, ça vaut-tu vraiment la peine ou dans 3 jours, on n'en parlera plus? Faut pas qu'on se trompe, mais je veux dire, on en a eu des gens qui ont eu des phénomènes viraux, on a eu quelques influenceurs et influenceuses. Ben, il y a eu la fille de Lucas. Oui, mais ça, c'est un bon exemple. Hélène Boudreau. Comment veux-tu ne pas inviter cette personne-là cette semaine-là? Puis il y avait des gens qui nous ont reproché, ben là, ça n'a pas d'allure d'inviter cette personne-là. Mais oui, mais c'est parce que c'est pas nous autres qui ont inventé le phénomène. Là. Le phénomène, il est là. Ouais. Puis si on n'en parle pas, je pense qu'on rate notre coup. Puis c'est pas de dire, hey, ça prend à tout prix cette personne-là à la TV. Non, c'est un phénomène. Là. Il se passe de quoi avec cette personne-là? Ce qu'elle a fait, les réactions que ça entraîne. Il faut parler de ça parce que c'est représentatif de l'époque dans laquelle on vit, puis de l'impact que peuvent avoir certains phénomènes sur le reste de la société. Il faut en parler. Mais c'est sûr que on a des questionnements et des responsabilités aussi. Tu remarqueras que pendant la pandémie, on n'a pas reçu de conspirationnistes. Ouais. Puis c'était voulu. Puis il y a de plus en plus puis je sais qu'il y a des gens qui reprochent ça aux médias traditionnels, mais exemple, les médias traditionnels, c'est la BBC qui a commencé ce mouvement-là de dire des négativistes du climat, on n'invite pas ça en débat avec des scientifiques parce que c'est pas un débat. Tu comprends? C'est un fait. Il y a une crise climatique. Il y a des gens qui sont convaincus qu'il n'y en a pas. Ben, just too bad. On peut pas avoir un débat. Je suis pour, je suis contre. Il va y avoir un gagnant à la fin. Non, le gagnant, anyway, c'est le climat, c'est pas toi. C'est pas les deux personnes qui débattent. Fait qu'il y a eu un mouvement initié par certaines chaînes de dire, ces gens-là, on ne les invite pas. On peut faire des reportages sur eux autres, on peut parler du fait qu'il y a des gens qui nient la pandémie ou qui nient le climat, mais pas de faire un débat entre je suis convaincu qu'il n'y a pas de virus et que c'est une machination internationale de Bill Gates et de George Soros et je suis un scientifique, voici une pandémie, voici ce que ça implique, voici combien de vagues il va y avoir parce que c'est pas la première pandémie. Puis la pandémie, c'est ça que ça fait, puis ça agit comme ça, puis ça va durer 2 ans et demi, 3 ans, comme toutes les autres qu'il y a eu dans l'histoire, parce que c'est le même. Tu sais? OK. Boire de l'eau. Yes. OK. Fait que... Puis là, c'est ça, aujourd'hui, c'est ça, c'est plus dans l'entrevue, puis vraiment de tout parler de qu'est-ce qui s'est passé durant... Tant qu'à essayer de donner un show. Le show, il se fait tout seul. Ouais. Le show, tu peux jamais le prévoir. Tu sais, je parlais d'un souper presque parfait. Tu peux pas prévoir ce qui va se passer. Ben, tout le monde en parle, c'est pareil. Les grandes controverses, les grandes affaires qui sont arrivées, on pouvait pas les prévoir. Tu sais, je me rappelle, ça fait longtemps, là, mais le fameux show où Raël s'est fait tirer sa toque par Serge Chapelot. Il ne savait pas qu'il allait faire ça. Non. Nous autres, notre crainte, là, c'était que Raël saque son camp pendant son entrevue parce que c'est ce qu'il avait fait dans 4-5 entrevues avant, dans les mois qui avaient précédé, c'était son stunt. Lui, il faisait semblant d'être offusqué, il sacrait son camp, puis là, tout le monde parlait de ça. Il l'avait fait aux États-Unis même.
OK. Fait que là, nous autres, on a fait, OK, là, ce qu'on va faire, pendant l'entrevue, on va poser les questions qu'on doit poser, mais on va essayer d'éviter ce piège-là. On ne l'amènera pas jusqu'à ce qu'il décide de sacrer son camp. Mhm. Par contre, j'avais dit à la réalisatrice avant, je dis, juste au cas, pratiquer le fait qu'il s'en va, au cas où il s'en aille. Comme ça, s'il s'en va, on va être capable de le suivre le plus longtemps possible. Ouais. On fait son entrevue, il s'en va pas. On est content, parce que Colin, on a réussi à faire l'entrevue sans qu'il nous fasse son maudit stunt. Serge Chapelot embarque, Serge Chapelot niaise, il tire la toque, qu'est-ce qu'il fait Raël? Il se lève, puis il s'en va. Ouais. Mais il n'y a personne qui a pensé comment ça se fait, Colin, que la caméra l'a suivi jusque. Ben, c'est parce qu'on s'est dit, il va le faire, le Colin. Ouais. Mais on n'a pas voulu qu'il le fasse. Tu comprends? Puis l'autre affaire qu'on ne pouvait pas prévoir non plus, c'est que dans la même émission, il y allait avoir Pauline Marois, qui, elle, allait réagir à Raël. Ça l'a même mis dans la marde. Elle s'est ramassée avec des Raéliens qui ont manifesté devant sa maison pendant une semaine, ou son bureau pendant une semaine de temps. Tu sais. Mais ça, c'est un bon exemple de comment tout le monde en parle se fait. C'est Raël qui dit des affaires, puis Guy est concentré sur Raël, Pauline Marois est là, mais moi, j'ai toutes les Kodak, j'ai toutes les caméras, puis je la vois, Pauline Marois, puis je vois ses yeux, puis là, je dis à Guy, Pauline Marois veut parler, je suis sûr. Guy va à Pauline Marois dit quelque chose, puis ça fait un moment de TV. Ah ouais. Ça arrive-tu des fois, il t'écoute pas? Ça arrive. Ça arrive des fois, puis Tu te fâches. puis là, le Moses... Comment vous Non, mais check bien. Mettons que puis il y a Guillaume L'Espérance, le producteur, qui est à côté de moi, puis là, il me dit quelque chose, ouais, je dis, OK, je vais le dire à Guy, puis là, on le dit à Guy, puis Guy le fait pas. Ça se peut. Peut-être que lui... Là, on s'en va à la pause publicitaire, je dis, Guy, c'est parce que tantôt, t'as l'affaire, puis il fait... Genre, je t'entendais pas, t'es bullshit. Ah. Ça, moi, ça me fait rire. Ah. Je t'ai pas entendu. Ouais, tu m'as pas entendu. Ben oui, tu m'as entendu, tu voulais juste pas le faire. C'est pas grave, c'est ton show. Fait que c'est quand même lui qui tire. Ben oui, c'est lui le boss. Ben, Christy, avec toute la pression qui vient avec ce show-là, j'espère que c'est lui, tu sais. Ah ouais. Hey, c'est gros, là. Moi, il m'a fait peur un peu ces derniers temps. Là, parce qu'il s'est. Ben, tu sais, il se pognait avec tout le monde puis il envoyait chier tout le monde. Ouais, mais là, il y a du... On dirait qu'il est en train de faire un gros break. Il y a du malhonnête là-dedans. Il y a du malhonnête parce que il y a certains médias qui ont publié, effectivement, des commentaires que Guy... Des réponses que Guy donnait au monde. Ouais. Et ils n'ont pas mis les affaires que Guy recevait et ce à quoi il répondait. Parce que ça avait rapport avec, justement, le Wiseman, le producteur de Tout le monde en parle. Fait que si quelqu'un écrit à Guy toi aussi, t'es un pédophile, ça se peut Guy répondre, va donc chier. Ah ouais. Oui, il aurait pu peser sur Chris bloc. d'épaisse. Ouais, il aurait pu peser sur bloc, mais les commentaires qu'il recevait, c'était des commentaires comme ça. C'était élevé, là. C'était vraiment élevé. Puis c'était dur à travailler. Honnêtement, là, c'est dur à vivre quand une personne avec qui tu travailles pendant tant d'années s'avère accusé de quelque chose que, voyons, que c'est quoi, hein? Puis, tu sais, il y a du monde, ben oui, vous le saviez. Ben non, on ne sait pas, Colin. Voyons donc. Allô? La façon que Guy, il en a parlé, il dit qu'il était jamais là, lui. Ben, en fait, c'était un producteur... il s'occupait plus de la... Il s'occupait de l'administration. Ouais, c'est ça. Il n'était pas impliqué dans le contenu, il n'était pas à nos réunions de contenu. Mais non. Peu importe, même s'il l'avait été. Là, ouais. C'est pas ça. Mais... Non, mais la façon en a qui parlait, c'est comme s'il il parlait dans l'oreille. Ben oui, mais... Tu sais... On ne connaît pas les gens, c'est pas vrai, ça. Ouais. Puis tu sais, voir si tu travailles pendant 20 ans de temps avec quelqu'un qui fait ça et que tu le sais. Voyons donc. Mm-hmm. Rendu là, tu te fais embarquer toi avec, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais pas ce que les gens font. Regarde, sais-tu ce que ton voisin fait, toi? Non. Bon, ben c'est ça. Puis à un moment donné... tu sais, quand il arrive un drame puis qu'il interviewe les voisins, ils font tout, ben, on comprend pas, c'était un bon gars. Ben, c'est ça. Tu le sais pas. Ah ouais. Tu le sais pas. Ouais. Mais il m'avait fait peur. Je pensais qu'il était en train de faire un gros burn-out. Il était fatigué, probablement. Ouais. Puis Guy, moi, honnêtement, là, parce que je le connais depuis 40 ans, Guy Lepage. Moi, c'est une affaire que j'ai toujours admiré de ce gars-là. Il se laisse pas écœurer. Puis c'est pas tout le monde qui est de même dans la vie, là. Ouais. Lui, il dit ce qu'il pense. Premièrement, dire ce que tu penses dans la vie, là, c'est
c'est pas donné à tout le monde. Tu peux t'attirer des claques. Tu sais, il y a bien des gens qui sont plus dans le calcul en disant « Ah non, ça, je vais faire attention, je dirais pas ça, je dirais pas ça, puis tatata. » Non, Guy, il a toujours dit ce qu'il pensait. Il a toujours été entier, avec ses qualités et ses défauts, parce que effectivement, je pense que les gens connaissent les défauts de Guy Lepage. Ouais. Ils les cachent pas, là. On les voit. Et c'est ça qui l'a amené où il est. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'il est encore là. Mm-hmm. Puis je pense que ça fait chier bien du monde. Mm-hmm. Tu sais, il y a bien du monde qui disent « Hey, le tabac, il fait ça, il dit ça, puis il est encore là, Colin. » Ben oui, parce que je pense que le public, parce qu'en plus, il y a quelqu'un qui a reçu des prix du public en but de sang là, il en a reçu des dizaines et des dizaines. Je pense que le public reconnaît l'authenticité de ce gars-là. Ouais. Tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui fait plus attention, pas par calcul, mais je suis quelqu'un de plus introverti. Fait que j'ai pas cette espèce de cran-là, puis de, tu sais. Puis j'ai mes deux gars, je leur ai un peu appris ça. Dire, hey, quand ça fait pas votre affaire, là, Ouais, fermez-vous. faites comme mon oncle Guy. Ouais. OK? J'aime bien qu'il y ait un peu de mon oncle Guy dans mes gars. Que moi, j'avais pas nécessairement. Ouais. Que j'ai, ça sonne un peu bizarre. que j'ai plus parce que. Ah ouais, Colin, en plus. C'est pas ça du tout. Là, il va y avoir plein de monde. Si, je le savais! Je le savais, T'es un pédo! Non, je pense Là, je fais non, que c'est pas ça. t'agacer. Non, elle est bonne. Elle est dégueulasse, mais elle est bonne. Mais c'est ça. Mais moi, j'ai appris avec le temps à être plus affirmé, mais c'était pas un trait de personnalité que j'avais. Puis que je l'ai appris à force de côtoyer Guy, puis à force de dire, Colin, c'est vrai, quand t'es qui tu es, puis que tu te fais pas chier, puis que tu le dis quand ça fait pas ton affaire, la plupart du temps, c'est une bonne affaire. Ça paye. Ben oui. Mais ça se peut que ça écœure. Puis oui, Guy, tu sais, il se mêle de tout. Puis tu le suis sur Twitter. Il a son opinion sur plein d'affaires. Puis, ben oui. Ben c'est ça. Faut que tu deals avec si tu le suis. C'est ça. si tu veux pas lire ça, suis-le pas. C'est tout. Là, je vais aller avec... Je vois le temps avancer, fait que je vais aller avec RBO, justement. Ah, oui. C'est ça. Ouais, cette affaire-là, cette gang-là. Oui. Ben, c'est ça, c'est que, parce que, tu sais, si on parle de liberté d'expression aujourd'hui, tu sais, vous êtes souvent une référence, tu sais, quand on va parler de ce sujet-là, ils vont justement nommer RBO. Fait que, tu sais, avec la rectitude du politiquement correct aujourd'hui, tu sais, comment tu vois ça, toi, un gars qui est membre de RBO, tu sais? Ben, tu sais, chaque époque, tu sais, un humoriste à sa limite, genre. Ouais. Non, mais un humoriste, c'est un témoin de son époque. Puis c'est quelqu'un qui représente son époque. RBO, on est on est tous nés au début des années 60. On est devenus des adultes au début des années 80. Puis depuis ce temps-là, on est dans le paysage culturel. Puis bon, mais on est représentatif de cette gang-là, puis de cette époque-là. L'humour qu'on a fait s'inscrivait dans ce cadre-là. Mais il y en avait des limites aussi dans ce temps-là. Je veux dire, il y en avait des débats sur la liberté d'expression dans ce temps-là. Puis il y en avait des lignes ouvertes. RBO va-t-il trop loin? Puis il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de médias sociaux. Ça, je pense que c'est un facteur aussi dans le contexte actuel. Là, le fait que peu importe l'événement, il va y avoir une réaction très, très rapide et très forte. Et très forte. Ouais. Qui a une implication, qui a une incidence. Parce que si tu es un humoriste, par exemple, puis que tu as une série à la TV, puis que tu fais tel type d'humour, puis que tout d'un coup, sur un de tes gags, il y a un gros backlash de réseaux sociaux, le diffuseur va en tenir compte, puis va réagir en fonction de ça. Peut-être qu'il va dire « on s'en occupe pas », mais peut-être qu'il va dire excusez, quand vous faites des gags de même, là, nous autres, on est pognés avec ça, on veut plus que vous en fassiez. Ça se peut. Nous, on n'a pas connu ça. T'sais, on a connu des lettres ouvertes des journaux. C'est pas grand-chose, on s'en foutait un peu. C'est de quoi qui vous auriez atteint? Je sais pas, c'est dur à dire. Ouais. On vit pas cette époque-là. On la vit pas. Regarde, les dernières grosses affaires qu'on a faites, on a fait des shows il y a en 2015, à peu près 2016, mais dans un show, tu dis ce que tu veux. Si le monde n'est pas content, qu'il s'en aille. On a fait les deux dernières grosses affaires qu'on a faites.
qui aurait pu susciter ce genre de truc-là, c'est nos bye-bye en 2006 et 2007. Mais en 2006 et 2007, les réseaux sociaux n'étaient pas encore développés comme ils sont là. Peut-être que si on faisait ces bye-bye-là aujourd'hui, on se ramasserait dans 12 controverses qu'on serait pognés pour gérer. Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous autres, notre façon de travailler ne serait pas différente. Nous autres, on s'en fout. Puis si tu engages RBO, puis que tu dis à RBO, faites pas ça, on va dire, bye-bye, on s'en va. Arrangez-vous tout seul. Faites-le votre bye-bye. Nous autres, c'est ça. T'es venu nous chercher, nous autres, c'est ça. Si t'es pas content, ben, va chercher quelqu'un d'autre. C'est pas plus grave qu'il faut. T'sais. Ça, c'est nous autres. Mais c'est nous autres RBO. C'est même pas nous autres individuellement dans nos projets respectifs parce qu'on n'a pas cette... Moi, tout seul, j'ai pas cette force-là que RBO peut avoir. Tu comprends? Quand je suis tout seul, que je travaille sur des trucs, je suis obligé de tenir compte de certaines affaires. RBO, c'est tout ou rien, en création. Ouais. Mais si on avait aujourd'hui à écrire un bye-bye, on tiendrait compte de l'époque dans laquelle on le fait, puis on tiendrait compte du contexte. Et le contexte, il a changé. Fait qu'on ferait... moi, je pense qu'on ferait pas les mêmes gags, mais on aurait le même esprit. C'est ça la différence. T'sais. Ouais. Comprends? Il y avait le sketch du 4e Reich qui avait vraiment fait parler. Grosse réaction, ouais. Ouais. Ça, comment vous aviez géré ça à cette époque-là? Ben, c'est un sketch, bon... Vous étiez-tu fiers ou de... T'en as fait réagir? On était fiers du sketch en partant. Ouais. C'est vrai qu'on avait bien travaillé. C'était, faut se rappeler, là, à l'époque, la loi 101, ben, c'était avant la loi 101, si je me trompe pas. Ben, c'était pas mal dans le même temps. 85. Ouais, non, la loi 101 était faite. Les libéraux étaient revenus au pouvoir, puis là, les anglos essayaient de pousser pour qu'il y ait des assouplissements, puis ils traitaient Robert Bourassa de nazi. Il disait que vivre au Québec, c'était comme vivre en Allemagne nazie quand t'étais anglophone. C'était grave, là, tu sais. Fait que nous autres, on voulait parler de ça. C'était un des gros faits d'actualité, et c'est rare que ça arrive, mais dans ce sketch-là, c'est arrivé où, avant même d'écrire le premier gag, on a parlé ensemble de ce qu'on voulait faire. T'sais. C'était pas « Hey, on parle de ça. OK, j'ai une bonne joke, puis là, on part. » Non. OK, hey, il faut parler de ça. Comment on traite ça? Dans l'actualité, qu'est-ce qu'on veut dire? Ouais. À quoi on veut que notre sketch serve? Finalement, on fait le sketch. Grosse réaction, très, très, très positive. Ce qui est arrivé, c'est que il y a un boss de deux stations de TV, qui était Trois-Rivières et Sherbrooke, le réseau Patonique, qui lui voit ça, puis il dit « Hey, moi, il n'est pas question que je remette ça à l'écran. » Fait qu'il a pas diffusé la reprise du bye-bye. C'était pas un bye-bye, c'était une grande liquidation des fêtes, même chose. Là. Ouais. Il a pas diffusé la reprise. C'est ça la grosse controverse. Ouais. C'est dans le fond, ça c'était la revue de l'année. Ouais, c'est ça. C'est qu'au lieu d'être à Radio-Canada, c'était à TQS, où on a fait 2 à TQS et 1 à TVA. Ouais. Mais c'était comme un bye-bye. Nos premiers bye-bye, c'est ça dans le fond. Là, fait que c'est ça. Puis il y a un autre sketch qu'on a fait exactement de la même façon, qui est Héroutiville, dans notre dernier bye-bye. Oui. Hey, ça avait fait parler. Ben, ça, c'est la même affaire. Ça, je m'en souviens, ça, j'étais là. ça, quand on l'a fait, ça a été un autre sketch où, avant de l'écrire, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Comment on traite ça? Un village qui écrit un code de vie où il dit qu'on n'a pas le droit de lapider des femmes dans le village. Tu sais, avec un monsieur, le conseiller d'Hérouville, là, il était dedans en tabarouette, là, il voyait une invasion islamique prochaine, tu sais. Puis comment on fait ça? Puis on l'a fait, puis je pense que c'est très réussi, puis je trouve que ces 2 sketchs, le 4e Reich, puis ça, c'est 2 sketchs qui se ressemblent dans un sens. Là, puis ça a l'air que même lui a trouvé ça drôle. Fait que le job a été bien fait. Là, OK. Ouais. OK. Ah, c'est cool, ça. Puis, ouais, c'est ça. Ben, celui de 2006, c'était quand que vous êtes revenu pour faire ça. Puis vous avez pris comme 88% des parts de marché des téléviseurs. C'est vrai? Ouais. Fait que ça avait super pogné. Ben, c'était... ça a été le retour du bye-bye, en fait. Si ma mémoire est bonne, le bye-bye, pendant quelques années, il n'y en avait plus.
pour deux raisons. Un, Radio-Canada voulait plus aller là au niveau contenu. Il trouvait que c'était compliqué. Puis deux, il n'y a pas grand monde qui veut faire un bye-bye. Hein. Ah ouais? Il y a bien du monde qui ont peur. Pas peur de controverse ou whatever, mais c'est que si tu te plantes avec un bye-bye, l'impact que ça peut avoir sur ta carrière, si c'est toi qui le portes, Ouais. tu comprends? C'est ton bye-bye, là, le bye-bye de Mike Ward. Ouais. On n'arrête pas de parler de Mike Ward parce que son portrait, il est drette, là. c'est l'exemple qui me vient en tête. Ou Louis-José Hood, nomme-les. Là. Mettons, cette année, là, le bye-bye, c'est Louis-José Hood qui le fait. Puis ça marche pas. Mm-hmm. Mais Louis-José Hood, il veut vendre des tickets encore. Excuse-moi, je me recule. Ouais. Il veut vendre des tickets encore. Fait que peut-être qu'il va se dire, mais c'est un exemple dans l'absolu, je dis pas que c'est comme ça qu'il réagirait, mais peut-être qu'il va dire, moi, le bye-bye, je touche pas à ça. Ouais. Je tente pas. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent le faire. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un à Radio-Canada qui a eu l'idée de le proposer à RBO. Nous, on avait arrêté de faire de la télé en 95. On était en 2006. C'était coproduit avec Simon-Olivier Fecteau. Simon était un des deux réalisateurs. Ouais, c'est ça. Il a été un des deux réalisateurs, les deux bye-bye qu'on a fait. Puis c'est là que lui a commencé à faire des bye-bye. Et plus tard, il en a fait. Là, c'est les 5 derniers qu'il a fait. Ouais, une affaire de Il a fait les 5 derniers. Puis moi, j'étais sur 4 de ces 5-là comme script éditeur. Fait que tout ça pour dire que on nous propose ça. C'était casse-gueule en tabarouette. On n'a pas hésité, honnêtement. On a pris, dans 5 minutes, on a décidé qu'on le faisait et qu'on ça, c'était avec les sketchs de les algues bleues là, qui bouffaient des... ça se peut. Écoute, faudrait que je le revoie. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, ça m'a marqué. Faudrait que je le revoie. Il mange ça comme si c'était du yogourt. Ça se peut. Ah oui, c'est pas Jean Charest qui c'est ça. des algues bleues. Ouais, exactement. Fait que c'est ça. Il y avait énormément de pression parce que si on se plantait, il y avait comme entre guillemets, le mythe RBO qui était comme... qui était atteint. Là. RBO, dans l'esprit du monde, on avait toujours été bon, ce qui n'est pas vrai. Ça. Parce que les sketchs pas bons, on les repassait pas. Fait que, quand tu contrôles ton stock. Puis on s'en souvient plus aujourd'hui. On s'en souvient plus. Nous autres, on s'en souvient. De moins en moins, heureusement. Fait qu'on aurait pu... C'était très casse-gueule. C'était très, très casse-gueule. Est-ce qu'on est encore capable de le faire? Est-ce qu'on est encore capable de travailler ensemble? Est-ce qu'on est encore pertinent? Puis finalement... On les a faites, on en a fait 2, puis je pense que ça a été 2 bons bye-bye. Parce que celle 2007, vous avez gagné l'Olivier. Ouais, je pense qu'on l'a gagné en 2006 aussi. Je pense qu'on a gagné meilleure émission d'humour les 2 années. Regarde, c'est 2 très bons shows de TV qu'on a fait. Parce que c'était, dans le fond, c'était RBO, 11 ans plus tard, avec, en plus, tout ce qu'on avait pu apprendre chacun de notre bord. Fait que dans le fond, en 2006, moi, j'écrivais mieux qu'en 1995. Puis en 2006, je jouais beaucoup mieux qu'en 1995. Puis je le sais, je le vois. Là, Chris, j'ai vraiment pogné une coche. Ouais. Et cette coche-là, entre autres, je l'ai pognée, c'est drôle à dire, en jouant dans Virginie pendant 4 ans. En côtoyant des acteurs, des vrais acteurs. Moi, je suis pas un acteur. Là, Il te donnait-tu des cues? Pas nécessairement. Ou toi, tu les as regardés aller. De temps en temps, des petits in, là, mais c'est surtout, premièrement, c'est une méthode de travail qui était excessivement exigeante parce qu'il y avait beaucoup de volume. Il fallait jouer beaucoup de choses très rapidement. Fait que t'apprends une façon de travailler qui n'était pas la mienne à ce moment-là. Puis de côtoyer des monuments, là, tu te montres, attends un peu, là, je suis en train de jouer avec un tel, j'ai une scène avec cette personne-là, puis ça, c'est un acteur pour vrai. Là. Moi, j'arrive même pas à cheville, mais j'apprends en tabarouette. Ouais. Puis je l'ai senti, là, la première journée de tournage d'RBO, je me souviens très bien, on commence à tourner, puis j'ai pas le même feeling que quand je tournais du RBO il y a 11 ans ou il y a 12 ans. J'ai quelque chose de plus dans le jeu. Je le sens que j'ai appris des choses. Fait que, moi, je pense qu'effectivement, au niveau télévisuel, ce qu'on a fait de mieux, c'est nos 2 bye-bye à cause de ça. Puis je voulais te poser la question, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de liberté d'expression, puis tu sais, si tu veux pas répondre, t'es pas obligé, là. Mais c'est quoi ton point de vue sur le débat qui s'est ramassé jusqu'en cours, le cas de Jérémy Gabriel puis Mike Ward? Ben, je pense qu'on n'aurait jamais dû se rendre là. Je pense qu'il y a eu des erreurs en cours de route qui ont été faites. Une poursuite, à la rigueur, une poursuite au civil. C'était pas ça, là. C'était la commission des droits de la personne qui s'est mêlée de ça. C'est quoi le rapport? Pourquoi ça s'est rendu là? Je ne sais pas. Honnêtement, parce
je comprends que le kid, il n'ait pas trippé pantoute là, à recevoir ces gags-là. Est-ce qu'à un certain moment, Mike aurait pu faire « OK, regarde, je les ai faites, c'est beau, je passe à autre chose. » Peut-être, je sais pas. Mais je pense pas que tu puisses blâmer un humoriste pour ce que d'autres personnes te disent ou te font en blâmant ce que quelqu'un d'autre a pu dire sur toi dans une salle de spectacle. Mm-hmm. C'est ce bout-là que j'ai de la misère à comprendre. Là, fait, moi, ce qui me fait bien peur, c'est parce que là, c'est pas fini. Là. Il reste quoi? Il y a un dernier, dans le fond, jugement, c'est pour moi ça, c'est qu'ils attendent le jugement, mais en principe, suprême. ça serait fini. T'sais. Ouais, c'est ça, c'est la Cour suprême. Fait qu'après ça, il n'y a plus rien. Ouais. Tu sais, faudrait pas que ça ait un impact sur la suite des choses pour l'humour en tant que tel. Mm-hmm. Pour moi, c'est un cas isolé qui ne doit pas servir de jurisprudence. Mais en même temps, je pense que le mal est fait, entre guillemets, parce qu'il doit y avoir plein d'humoristes qui font attention. Ben ouais. Parce que c'est ça le problème. Le problème... Moi, le premier. Le problème, c'est beaucoup l'autocensure. Se dire, hey, attends un peu, là, si je dis ça, là, attends. Mm-hmm. Tu sais, pour donner un exemple, pas dans le dernier Bye Bye, mais dans l'avant-dernier, il y a eu des gags sur le gars qui fait les annonces d'AEW. Là, ouais. Le gars Michel Olivier quelque chose, me semble. Ouais. Mais vois-tu, là, j'ai un blanc. J'ai besoin de sortir un nom, je ne le sortirai pas. Je vais le sortir tantôt quand on va... ouais, dans ton char. Quand je vais embarquer dans mon char. Fait que c'est ça. Comme quoi, dans le fond, il est pas très bon comédien. Fait que c'est pour ça qu'il fait des annonces de AEW. Puis ça a été la grosse controverse après le Bye Bye, tu sais. Puis j'avais des conversations avec ma gang d'RBO. Je disais, combien de fois on l'a fait, ce gag-là? Ouais. On l'a fait des dizaines et des dizaines de fois, puis il n'est rien arrivé. Puis c'est pas vrai qu'il est pas bon. C'est pas vrai qu'on le trouve pas bon. C'est juste un gag. Mm-hmm. Tu comprends? Mais je pense que on est aussi dans une période où en humour, il y a un courant qui s'est développé beaucoup où les humoristes parlent au jeu. Moi, j'ai connu une période où les humoristes parlaient pas au jeu, on faisait des personnages. Je pouvais, moi, écrire un sketch dans lequel je disais le contraire de ce que je pense dans la vie. Totalement le contraire. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour le public de faire la part des choses et de dire il pense pas ça pour vrai, c'est une joke qu'il fait. On dirait que le public s'est habitué à penser que si tu es sur scène et que tu fais un gag, c'est parce que tu le penses. Et c'est le cas, je pense, pour bien les humoristes. Dans la technique d'humour, c'est beaucoup ça. Moi, il y a 80% que c'est vrai. Ben, c'est ça. Puis l'autre, le petit 20%, c'est pour faire le gag ou c'est parce qu'il faut que ça fitte ou pour moi, c'était le contraire. Ouais. Moi, c'est le gag avant tout. Et dans le gag, je pouvais dire quelque chose que je pensais pas du tout. Mais maudit que le gag était bon. Fait que je le faisais, le gag. Tu comprends? Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui fait en sorte qu'il change la perception du monde par rapport à un gag. Fait que quand tu as un gag comme celui dont je parlais sur le gars d'AEW, ben en 2019, il est pas perçu de la même façon que le même gag en 1994. À cause de ça. Ouais. Mon feeling. Je me trompe peut-être, mais c'est mon feeling. OK. Puis je voulais te demander aussi comment c'est d'être un membre de RBO, tu sais, de savoir que ben, vous avez marqué l'histoire, tu sais. C'est très le fun. Tu sais, vous avez inspiré beaucoup d'artistes, tu sais. De moins en moins. Là, vois-tu, je trouve que la nouvelle génération d'humoristes, on est des mononcles dans le coin. Là. On est moins on est moins une influence qu'on l'a déjà été, puis c'est bien correct. Mais vous restez quand même des monuments. Là, je suis obligé de dire que on fait partie d'un certain nombre d'humoristes qui ont marqué l'histoire de l'humour, puis c'est pas moi qui le dis, c'est ça qui est ça. Moi, ça me fait triper pour toutes sortes de raisons, entre autres parce que quand j'avais 14 ans, quand j'avais 15 ans, puis que je regardais Les Cyniques, puis que je regardais Paul et Paul, c'est ça que je voulais faire dans la vie. Puis je voulais être dans un groupe d'humour, je voulais pas faire de l'humour, je voulais être dans un groupe d'humour.
très différent. Puis je trouvais que l'impact que ces humoristes-là avaient, je trouvais ça... Je sais même pas si un jour je vais faire de l'humour, mais si j'en fais, j'espère un jour faire quelque chose qui ressemble à ça ou qui a cet impact-là. Puis ça a marché. Mm-hmm. J'étais chanceux. J'étais chanceux de rencontrer cette gang-là. Ouais. Tu sais, parce que nous autres, on était... Mais vous avez travaillé pour... On a travaillé en tabarouette. On a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'avait pas personne... Tu sais, moi, je faisais de l'humour depuis à peu près ça, 15-16 ans, avec Jacques Chevalier, qui a été d'un Bleu Poudre par la suite, Jacques Chevalier Longueuil. Mais les autres membres d'RBO, c'était pas ça du tout. Là. Il y avait personne qui avait un background en humour dans cette gang-là quand on s'est rencontrés en début de vingtaine. Même que personne ne voulait faire ça dans la vie. C'était juste un trip de radio, un peu comme si on faisait un podcast aujourd'hui, 5 gars autour d'une table. Moi, c'est pour ça que je tripe ces podcasts. Ça me fait penser au début d'RBO. Tu sais, on serait 5 gars autour d'une table, on se voit une fois par semaine, on fait un show de 2 heures, puis on écrit des textes sur le bord de la table, puis on improvise, puis on fait de l'humour sur l'actualité. Tu sais. C'est ça, RBO. Puis, c'est drôle parce qu'une des premières fois que j'ai participé à l'émission de radio d'RBO, j'étais avec Jacques Chevalier, puis quand on a quitté l'émission, on était tous les deux dans le char, on s'en tournait, puis on disait « Christ, qu'ils sont bons! Ils savent pas à quel point ils sont bons. » Parce que nous autres, on a fait de l'humour dans d'autres contextes. Tu parlais de Guilla, Richard, puis... Guy, Richard, Bruno, Yves. Ouais, Bruno, Yves, ouais. Puis on s'est regardé, on a dit « Ils sont tellement bons, puis on dirait qu'un, ils s'en aperçoivent pas, puis 2, ils s'en foutent, puis 3, ils veulent pas faire ça dans la vie. Ouais, quel gaspillage! » Puis à un moment donné, tranquillement, pas vite, ça s'est mis à se placer. C'est quasiment comme un... T'essayais-tu de les convaincre ou de... Non, mais eux autres trouvaient que j'étais un petit peu intense. Ouais. Tu leur disais quoi, genre? Ben non, mais moi, tu sais, j'étais beaucoup déjà très structuré comme humoriste. Eux autres ils étaient encore en développement, entre guillemets. Donc, beaucoup d'impro, beaucoup... Moi, ils pouvaient faire un 5 minutes. Il n'y avait rien là-dedans. Il n'y avait pas une petite gag, mais ils le faisaient pareil. Puis moi, j'étais plus... Hey, j'étais déjà script éditeur dans ma tête. Là, j'étais déjà tu voyais le potentiel. Je le voyais. Puis ça me faisait triper de le voir. Puis, mais en même temps, ce côté slack-là, le côté lousse, ben, je l'ai à cette heure. On s'est tous un peu influencés mutuellement. T'sais, moi, autant j'étais quelqu'un de... Puis j'étais le plus jeune de la gang, c'est ça qui est drôle. J'étais le kid, j'étais le petit cul, mais j'étais celui qui était le plus... Hey, go, go, go! Puis... Avec le temps, il y en a d'autres dans le band qui sont devenus plus structurés, puis moi, je suis devenu plus lousse. Fait que, on s'est échangé ça, puis je pense que finalement, c'est peut-être ça aussi. Ça s'est mis à marcher le jour où le blend, il a pogné. Là, puis vous avez vraiment eu une complicité, les 5 ensemble. Hallucinante, qui est encore là. Ouais. C'est bien flyé. Ben, je parlais du bye-bye tantôt. Là, quand on s'est retrouvés en 2006, on n'avait pas travaillé ensemble les 4, parce que le noyau, maintenant, c'est 4 personnes. Richard est plus là depuis longtemps, puis Chantal non plus. On n'a pas travaillé ensemble depuis 11 ans. On rentre dans la salle de réunion pour notre premier brainstorming. Il y a des observateurs. Je pense que les réalisateurs étaient là. Je pense que notre recherchiste, Sylvain Ménard, était là. Puis lui, il nous a connus des débuts. Là. Ça faisait longtemps qu'il nous connaissait. On commence à travailler. Puis Sylvain dit « On dirait que vous n'avez pas arrêté. C'est juste qu'on n'était pas assis aux mêmes places. Ouais. Tu comprends? La dynamique était exactement la même. Puis ça aurait pu ne pas être le cas parce que on avait tous eu notre 11 ans de carrière, chacun de notre bord. Guy avait eu le grand succès d'un gars et une fille. Ouais. Ça aurait pu déséquilibrer. C'est tu comprends? Moi, j'avais fait mes affaires. J'avais eu des trucs qui avaient marché, d'autres qui avaient moins marché. Chacun avait eu ses trucs. Ça, on aurait pu arriver là puis être incapable de retravailler ensemble. Ouais, les égos en bas. Les égos, ben oui, parce que, tu sais, moi, quand je travaille sur un truc, c'est moi le leader. Tu sais, mais dans RBO, je ne suis pas le leader. Je suis un des leaders. Il faut que tout le monde reprenne sa place. Ben, tout le monde reprend sa place. Ça se fait naturellement. Puis quand on a retravaillé ensemble par la suite sur d'autres affaires, comme les shows qu'on a fait à la place des festivals, Centre Bell, ça a été la même affaire. C'est vraiment une mécanique qui se replace tout seul. Est-ce que vous avez chacun votre spécificité, genre, que, tu sais, il y en a un qui est plus bon pour créer les sketchs, l'autre c'est plus les chansons. Non. On a des styles, mais en même temps, on a plusieurs styles parce qu'on a tellement de...
sais, on a tellement de canaux d'humour qu'on peut utiliser. Tu sais, la famille Slow-Mo, c'est pas la même affaire que la famille d'autrefois. Monsieur Caron, c'est une affaire. Madame Brassard, c'est une autre affaire. Fait que tout le monde est capable d'écrire pour tout. Moi, je suis capable d'écrire du Ringo Rinfraie, je suis capable tu sais, puis famille d'autrefois qui est plus mon univers à moi, c'est moi qui ai créé cet univers-là. Ça veut pas dire que c'est moi qui ai écrit les meilleurs. Tu comprends? On est capable de s'échanger nos nouvelles, puis de toute façon, la plupart du temps, tout le monde finit par passer sur un texte, parce qu'on travaille beaucoup en brainstorming. Fait que la plupart du temps, quand on quitte une réunion puis qu'on a brainstormé sur 5 sketchs, mettons, ils sont écrits, les 5 sketchs, dans le fond. Il faut juste les dispatcher. Les gags sont là, on a pris nos notes. Puis, OK, ben moi, je vais faire celle-là. Moi, je vais faire celle-là. OK, c'est beau. Mais ça aurait pu être l'inverse. Tu fais ta première version, tu la relis à la gang, puis il y en a un qui fait « Passe-moi là, je vais faire une deuxième passe dessus. » C'est comme ça qu'on travaille. Okay. Fait que, au bout du compte, un sketch, qui l'a écrit, on le sait pas. Ouais. Parce que tout le monde... Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le plus important? L'idée, la première version, la version 2, dans laquelle il y a quelques punchs écœurants, ou le gag que tu trouves sur le plateau au moment où tu enregistres. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce sketch-là, il est écœurant? Ouais. C'est un mix. C'est tout ça. Ouais, c'est ça. C'est tout ça. Puis t'enlèves une de ces étapes-là, puis le sketch, il n'est pas écœurant. Hey, André, c'était vraiment cool. C'est un plaisir. Hey, thank you beaucoup pour ton temps. Merci toi-même. T'es tanné, là? J'ai posé toutes mes toutes questions. Toutes tes questions. Ouais. C'est bon. C'est le temps de te plugger. Y a-tu de quoi que Moi, j'ai t'aimerais... rien à plugger. J'haïs les plugs. Ouais? Moi, je plug pas. Y a-tu de quoi qui s'en vient? Écoute, présentement, moi, je suis en break. OK. Le premier break de ma vie. En vacances? Ah, plus qu'en vacances. OK. En semi-sabbatique. Ah ouais? Ouais, je fais rien, puis je voulais rien faire. Cet été, je voulais rien faire. Apprends à jouer de la guitare. J'essaye. Le pire, c'est que j'essaye. Ouais. Je voulais recommencer à jouer au golf. Moi, je suis mon oncle un peu, je joue au golf. Okay. Puis finalement, ça faisait tellement longtemps que j'ai pas joué au golf que j'ai mal dans le dos. Fait que là, je suis allé suivre un programme de physiothérapie golf pour que j'aille plus mal dans le dos. Okay. J'ai plus mal dans le dos. Mais en faisant mes exercices, je me suis fait un claquage dans le mollet. Fait que là, on est quelle date? On est le 28 juillet. Ouais. J'ai pas joué une crise de game de golf, puis j'ai depuis la fin mai que j'essaye. Pas capable, ben j'ai mal partout. Fait que probablement quand mon claquage va être fini dans 10 jours, qu'il m'a dit, je vais être capable de jouer au golf, il va arriver quelque chose. Ah ouais. Il va arriver quelque chose. Quelqu'un avec son card va te passer sur le pied. C'est ça, va me faire foncer dessus par un card de golf. Fait que finalement, j'ai bon espoir de jouer au moins une game avant le retour de Tout le monde en parle. Mais pour le reste, j'ai des idées de ce que j'aimerais faire, mais pas pressé. Écoute, un super presque parfait, là, ça a été pour moi 10 ans presque quotidien, là, presque 365 jours par année. Par-dessus ça, tout le monde en parle. Par-dessus ça, des bye-bye, puis une couple d'autres affaires. J'ai fait de la radio là-dedans. Là, j'avais vraiment le goût de dire, regarde, là, fais rien. Ouais. C'est le fun de rien faire, j'aime ça. Ah ouais. Mais je serais pas capable de rien faire toute ma vie. Fait que je savais de repondre d'autres idées, mais j'avais besoin de ce break-là. Et puis en plus, avec la Christie de pandémie là, qui nous a toutes... ouais. C'est weird. Ça, hein? Moi, c'était pas... En tout cas, moi, pour ma part, c'était pas tant un break. Ça l'a été au début. Tu sais, j'étais comme nice. Je calisse à rien, même. Puis là, je me sentais mal de le dire parce que t'as comme tous les soins santé, le personnel santé, qui eux autres, ils rushent leur vie, là, tu sais. Fait que... Puis après ça, comme par la suite, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas tant un break parce que là, je prends plus le temps de vivre mes enfants. Tu sais, comme là, je fais mon podcast, j'écris peu à peu un nouveau spectacle, tu sais, puis je prends comme mon temps pour faire ça. Puis là, ça, j'aime ça. Ben, vois-tu, moi, ça a été le contraire parce que la pandémie a fait en sorte que, il a fallu que tout le monde en parle, se revire de bord. Ça a été l'ouvrage en tabarouette. Ouais. Un souper presque parfait, il a fallu revirer ça de bord aussi. Moi, j'ai travaillé comme une Christine malade, en plus de gérer des affaires au niveau personnel, mes parents qui s'en allaient en résidence, mon père est décédé là-dedans. Ah, c'est... J'ai un fils qui vit en Asie. Fait que, t'as un fils qui vit en Asie? Moi, j'ai un fils qui vit à Hong Kong. Fait que la pandémie, moi, je l'ai vécu avant tout le monde parce que là-bas était commencé, puis j'étais inquiet pour mon gars. Ben, puis Hong Kong...
Ouais, Tabarnak, il y avait avec toute la... Avec tout, ouais. Ah ouais, c'était quoi, le gouvernement, Ouais, puis... c'est ça, les manifs, puis c'était les 2 années avant la pandémie, c'était les manifs, puis là, la pandémie est arrivée. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte que moi, c'était le contraire. J'étais comme intense, puis justement, là, j'avais besoin de dire, hey, arrête tout, arrête. Ah, c'est ça, si tu prends le temps de vivre. Là, ouais, c'est ça. Prends le temps de vivre ton claquage. Hey, calvaire. Si je bouette, ça me fait tellement chier. Hey, mais pour vrai, merci beaucoup, André Ducharme. Merci encore. C'était vraiment cool. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom, 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 pom.